Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de Regard social sur Equinox Télévision. C'est une malformation caractérisée par un défaut de développement ou encore de fermeture de la moelle épinière d'un enfant dans l'utérus de sa mère. Selon des spécialistes de la santé, cette maladie apparaît très tôt dans la grossesse, soit autour du 21e jour. Vous l'avez compris, il s'agit là du spina bifida, cette pathologie qui fait davantage des ravages au Cameroun, pourtant une maladie rare il y a quelque temps encore. Ce soir, donc, nous avons un cas ce soir, un cas que nous allons explorer. C'est un nouveau-né de 2 mois, âgé de 2 mois seulement, qui souffre donc déjà de cette pathologie, et c'est depuis la sortie des entrailles de sa mère et depuis les premiers jours de sa vie sur Terre. A-t-il demandé à naître dans ces conditions? C'est la question, à chacun de trouver la réponse à cette principale question qui préoccupe d'ailleurs nos invités ce soir. Nous parlerons de cette pathologie au cours de cette édition et nous écouterons aussi des témoignages des familles ou des membres de la famille de cet enfant. Une fois encore, bonsoir et bienvenue, c'est Regard social. Avec nous sur ce plateau, vous l'aurez compris, quelques aléas également pour faciliter tout au moins le déroulé de cette édition. La maman de cet enfant qui est avec nous sur ce plateau pour nous raconter les difficultés qu'elle vit au quotidien. Il s'agit de Nikez Yeli. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Monsieur Flavien. Et voilà, vous êtes la maman de bébé Grace Daniela. Oui. C'est un enfant qui est âgé de 2 mois et demi. Oui. Et déjà qui souffre de cette façon. De quoi souffre cet enfant? L'enfant est né avec une grosse blessure sur le dos depuis sa naissance, le premier jour. Depuis que l'enfant est né, elle souffre jusqu'à aujourd'hui. Elle a les pieds penchés. Quand j'ai accouché mon bébé, dès que l'enfant est sorti du ventre, j'ai vu quelque chose sur le dos de l'enfant. Je me disais que c'est juste une saleté. Quand je soulève la serviette pour vouloir nettoyer, le docteur recule ma main. Il dit, Madame, laissez. Je laisse. Il porte l'enfant, il coupe le cordon, il porte l'enfant, il dépose à côté. Pendant qu'il nettoyait l'enfant, l'infirmière vient maintenant pour s'occuper de moi, pour enlever le placenta. Quand elle envoie la main, elle sort le placenta, c'est le sang qui commence à couler. Le sang coule comme de l'eau, comme le robinet. Le sang a coulé. Le docteur a abandonné le bébé et est venu s'occuper de moi. Elle a maintenant fait appel aux autres infirmières. Il y avait 4 infirmières sur moi. On m'a injecté. Le sang s'est arrêté. Quand le sang s'arrête maintenant, je n'avais plus de force. Je n'avais plus de force. On nettoie maintenant le bébé. On m'amène en salle. On envoie la famille chercher le sang, puisque j'avais trop perdu du sang. On a envoyé la famille, on a acheté 2 poches de sang. On a mis sur moi. Et on a envoyé, comme le bébé est sorti avec la blessure, on l'a envoyé à la cité. Alors, lorsque le bébé naît, vous-même vous constatez que l'enfant a quelque chose sur son dos. Mais vous ne savez pas de quoi il est question. Non, je ne savais pas. Et l'infirmière ou le médecin vous dit quoi concrètement? Il ne m'avait rien dit. Quand je posais les questions, il ne me répondait pas. Il disait toujours que, Madame, calmez-vous. Vous avez failli perdre votre vie. Calmez-vous d'abord. La maman va s'occuper du reste. Tout ce qu'il demandait, on me disait seulement de me calmer. Parce que je n'avais même pas l'équilibre, je n'avais pas de force. Avec tout le sang qui avait coulé sur moi, je n'avais pas de force. C'est la mère qui montait et descendait avec le bébé. Et à quel moment vous vous rendez compte que vous avez fait un enfant qui a des malformations? Au même moment, quand l'enfant est sorti, on a déposé l'enfant sur la table à côté. J'ai lancé un coup d'œil, j'ai vu les pieds de l'enfant penchés. Donc je ne savais, j'étais vraiment dépassée. J'avais mal. J'avais très mal de voir les pieds de mon enfant comme ça là.
J'avais tellement mal. Est-ce que vous avez suivi le processus normal de la grossesse? Je veux dire, les visites prénatales, l'échographie et autres, comme généralement c'est le cas pour une femme enceinte. Oui, j'avais suivi les visites. J'avais suivi les visites normalement. Première échographie que j'avais fait, c'était à 4 mois. 4 mois, 5 mois. On n'avait pas... J'avais posé les questions. On m'a dit que non. J'ai demandé à savoir si l'enfant est bien positionné. Il demandait si l'enfant a un problème. On m'a fait comprendre que non, il n'y a pas de problème. C'est à 7 mois que j'ai fait un autre... à 8 mois. J'ai fait deuxième échographie. On me fait comprendre que mon bébé a de l'eau dans la tête. Je demande que mais l'enfant a l'eau dans la tête, comment? Et pourquoi première échographie, je vous avais demandé si l'enfant a un problème, vous m'aviez dit non, l'enfant n'avait pas de problème. Et aujourd'hui, vous me dites que l'enfant a l'eau dans la tête. Elle me fait comprendre que non, c'est gérable. Que c'est gérable. C'est l'infirmière ou le médecin qui vous dit que c'est gérable? Celle qui m'avait fait l'échographie, c'était une dame. Ok. Oui. Elle me dit que c'est gérable. Et puis, elle m'a demandé d'aller voir le gynécologue. Je suis allée voir le gynécologue. Il m'a fait comprendre que je devais accoucher par césarienne parce que la tête de l'enfant était grosse, que l'enfant avait une grosse tête. Je devais accoucher par césarienne. Et Dieu merci, Dieu m'a aidé, j'ai accouché normalement. C'est quand l'enfant sort normalement que... Ce n'était pas par césarienne? Non, ce n'était pas par césarienne. Vous avez accouché normalement? Oui, j'ai accouché normalement. Oui. C'est quand l'enfant sort que toutes les complications commencent, le saignement. Et vous vivez avec cet enfant depuis un peu plus de 2 mois. Dans quelles conditions? Pourquoi vous n'avez pas trouvé la solution à ce problème? Bon, quand je suis sortie de l'hôpital, nous sommes allés à la Quintini. On a rencontré... Nous sommes allés à la Quintini. On nous a encore internés à la Quintini. J'ai fait 2 jours là-bas. Il était question qu'on opère l'enfant. Tous les examens qu'on avait prescrits, je me suis battue. On a fait tous les examens. Entre-temps, la famille était dehors, on se battait pour pouvoir avoir l'argent, déposer la caution qu'on avait demandé à l'hôpital, mais on n'a pas pu avoir l'argent. Jusqu'à ce que je suis seulement sortie de l'hôpital avec l'enfant. Je suis rentrée à la maison. Oui, mais après les examens, qu'est-ce qu'on a dit? Il fallait faire quoi pour trouver la solution? Après les examens, le spécialiste m'avait dit qu'on devait opérer l'enfant. Oui. Pour refermer l'endroit là. Ça n'a pas été fait depuis? Ça n'a pas été fait, par manque de moyens. La famille ne s'est pas réunie pour la prise en charge de l'enfant? La famille s'est battue. La famille s'est battue. Même tous les examens que j'avais fait là. La famille s'est battue. Le peu qu'on a trouvé, on a payé les examens. Parce que les examens coûtaient cher. Les examens, on a payé, on a fait. Mais finalement, on n'a pas pu opérer l'enfant par manque de moyens. Vous êtes retourné à la maison avec le bébé? Oui. Vous gardez le bébé à la maison pour ne pas trouver de solution? Alors, son papa est où? Le papa, il est là. Le papa est là. C'est-à-dire? Il se débrouille aussi. Le papa se débrouille. Lui-même, il s'est battu. On s'est battu. Nous sommes à bout. Ok, ça fait 2 mois et demi que l'enfant vit. Et comment sont ses nuits? C'est un enfant qui pleure beaucoup, qui est calme. Comment ça se passe? L'enfant, elle pleure tellement même. Elle pleure beaucoup. Je ne dors pas. Depuis que j'ai accouché l'enfant ici, je ne dors pas. Et quand elle pleure, moi je me mets à pleurer. Je dis, oh mon Dieu, pourquoi cette petite ange doit souffrir comme ça? Et sa tête prend du volume tous les jours. Vous-même, vous l'avez constaté.
Nikez Yeli est donc avec nous sur ce plateau avec son bébé Grace Daniela, qui est âgée de 2 mois et quelques poussières de jours. Donc vous comprenez qu'il s'agit là d'un nouveau-né et qui est né justement avec cette maladie, spina bifida. C'est une pathologie rare, mais qui de plus en plus est présente au Cameroun et notamment chez les nouveau-nés et dans des familles à faible revenu. C'est un constat qui a été fait. Je vous invite justement à suivre les moments difficiles de cet enfant depuis sa naissance et comment est-ce que la mère et cet enfant vivent également dans des conditions difficiles, dans un environnement difficile également, une famille à faible revenu. C'est dans ce reportage qui a été mené avec la caméra de Danny Warenze 2 et de Cédric Nana. Le gynécologue. Avant d'aller rencontrer le gynécologue et l'infirmière, j'ai fait l'échographie. On m'a fait comprendre que mon bébé avait de l'eau dans la tête. J'ai posé les questions que mais comment mon bébé peut avoir l'eau dans la tête. Première échographie que j'avais fait, l'enfant n'avait pas de l'eau dans la tête. Comment maintenant on me dit que mon bébé a l'eau dans la tête? Elle m'a fait comprendre que non, c'est gérable, que ce n'est pas grave. J'ai dit que mais ce n'est pas grave, que l'eau vient même d'abord d'où? Dans la tête de l'enfant. Elle a dit que non, que ce n'est pas grave. Que quand je vais accoucher, on va gérer. Et le même jour, je suis allée rencontrer le gynécologue. Le gynécologue m'a fait comprendre que... Il a regardé l'échographie, il m'a fait comprendre qu'il devait accoucher par césarienne. Je demande que mais comment j'accouche par césarienne? Il dit que la tête de l'enfant est grosse. Je ne peux pas accoucher par voie basse. Bébé Grace Daniel, c'est le nom de l'enfant. Couché sur les cuisses de sa mère, arrive dans ce monde dans des circonstances troubles. À la découverte de ses affections congénitales, la grand-mère de bébé Grace ne s'est pas retenue. Quand l'enfant est né, il est sorti avec une blessure au dos, les pieds penchés. Donc j'ai demandé au docteur que mon enfant s'il sort comme ça, là, c'est quelle qualité d'enfant? Et qu'on peut accoucher l'enfant comme ça? Lui m'a aussi dit que non, il ne sait pas. Donc ça va être que nous va avoir problème. J'ai aussi dit que oh, c'est toi, comme tu es le docteur, c'est toi qui as pris l'enfant, c'est toi qui vas me dire si on accouche même l'enfant comme ma part, si vous, c'est seulement ma qualité qui vient aussi comme ça. Elle n'a jamais vu moi l'enfant comme ça. Elle a dit que bon, je vais vous indiquer là où vous allez partir avec. Elle nous a seulement indiqué l'hôpital qu'on part avec. Arrivé aussi, on dit toujours que c'est le problème. On n'a jamais vu l'enfant comme ma part ici. Après avoir parcouru des hôpitaux pour tenter de sauver le bébé de ses maladies, faute de moyens financiers, la maman et son bébé sont retournés s'installer à la maison, non sans subir des moqueries de toutes sortes. On se moque, les gens se moquent, on se moque de nous, on dit de nous, que quelqu'un brosse bien ses dents avant de venir se moquer. Qu'on a accouché un mauvais enfant. On dit que nous, on a accouché un mauvais enfant. On n'a jamais vu l'enfant qu'on a accouché comme ma part là. Donc quand on dit comme ça me fait mal, mais il ne peut rien, c'est Dieu seul qui connaît. Je dis aussi seulement que c'est Dieu seul qui connaît. C'est Dieu qui m'a envoyé, c'est lui-même qui sait comment c'est encore sur l'enfant. Il pleure bien même. C'est maintenant qu'il ne pleure même plus comme il pleurait. Il pleurait. L'enfant, le bébé, il pleure bien, surtout dans la nuit. Il pleure une fois. La famille vit au rabais. Le quotidien est parsemé de souffrances. Les maladies de ce bébé, qui n'a pas demandé à naître dans ces conditions, réduisent presque à néant Nikez, son bébé, ainsi que d'autres membres de cette famille. Déjà même que quand elle a accouché, elle a saigné tellement, je n'ai jamais vu ça. Jamais de ma vie, je n'ai vu des pareils saignements, au point où elle a failli perdre connaissance. Et en plus de ça même, avec l'état de l'enfant, la blessure au dos, les pieds tordus, ça nous a encore paralysés, toute la famille est paralysée. Chaque temps quand je regarde le bébé, si je passe le temps à pleurer. Je regarde l'état de l'enfant, ça me fait tellement mal. Je me demande si l'enfant va un jour être
solide, de marcher aussi comme tous les autres enfants de son âge. Les questions qu'il me pose. Les petits moyens que j'avais, c'est tout fini. Mon petit col-boss que je faisais à l'entrée, je n'ai plus rien. Tous mes petites économies que j'avais sont finies. Je n'ai plus rien. Depuis que bébé Grace Daniela est née, les larmes de ses parents ne cessent de couler. Je ne peux pas soulever mon bébé comme ça, mettre debout, elle se tient. Les pieds sont faibles. Pardon, j'ai pris les âmes de bonne volonté de me venir en aide. Parce que tous mes moyens sont finis. Je n'ai plus rien, je n'ai pas rien, même plus à manger, je n'ai plus rien. Elle pleure, nous-mêmes aussi, on se met à pleurer parce que tout le monde est dépassé. Me sauvant, me médicaments, un ami m'a vu prendre. A yango ta chiga, moi un piqué de celle l'on fait une dans la chute. Tout ça, il doit prendre une semaine dans télé. Il dit tout ça. Me traîne ma pour nous dans sauver mon manan à yango, c'est ça. J'ai dit que les gens qui me voient à la télé, je ne savais pas qu'un jour je pouvais passer à la télé, mais voici que je suis passé là-bas aujourd'hui. Que pardon, les gens de bonne volonté voient ma fille avec tous ces problèmes qu'elle a. Je n'ai pas moyen de m'en occuper d'elle, pardon. Aidez-moi à soigner ma petite fille ici. Et voilà le quotidien de cette petite famille, le quotidien de cet enfant qui n'a pas demandé à naître dans ces conditions. On le comprend et on le constate qu'elle est née avec une plaie au dos. Et nous allons davantage explorer en tout cas ce qu'il en est avec nos invités qui sont déjà sur ce plateau. Docteur Sylvain Tocha Kamle, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fabien. Vous êtes gynécologue obstétricien, colpohystéroscopiste. Voilà, je suis arrivé. Colpohystéroscopiste. Voilà, merci. Ouais. Et vous dirigez une structure sanitaire également. Oui, le centre médical Bethel. Merci. Bienvenue donc sur ce plateau. Merci, vous avez Fabien. suivi le reportage, le témoignage également de la mère, de l'enfant, encore sur ce plateau. Oui, c'est un cas. Comme tous les cas des maladies congénitales, et c'est un cas très préoccupant. Et c'est un cas vraiment ça peut nous faire écraser une larme parce que c'est une malformation congénitale, vous l'avez dit à l'entame de l'émission, assez rare. Les études qui ont été faites en Europe donc, nous donnent des proportions, enfin une incidence d'environ 1,6 pour 1000 accouchements. Bon, chez nous, comme on ne fait pas de recherche, bon. Et vous avez dit que ces derniers temps, on a constaté que on a assez de cas de malformation due à ce genre, c'est la spina bifida. Alors donc c'est une malformation due au fait que le tube neural ne se soit pas fermé. Voilà. Et vous avez vu que cet enfant a une hydrocéphalie et dans la plupart des cas, cet accompagnement des deux, c'est-à-dire méningo-encéphalocèle, c'est-à-dire que il y a un mélange entre la protrusion, il y a une protrusion au niveau de la colonne lombaire. Ce défaut de fermeture va faire que la moelle épinière et le liquide vont faire protrusion. Donc ce qui fait que ce qu'on appelle plaie n'est pas en réalité une plaie. Bon. Alors donc dans le développement du sujet, on va voir. D'accord. La neurochirurgie apporte des solutions plus ou moins, bon, on va avec le temps essayer de voir ce qu'on fait dans la réalité. D'accord, merci. Merci d'avoir accepté cette autre invitation. Avec vous également sur ce plateau, docteur Tsatsua Pierre, bonsoir et bienvenue. Merci bien. Voilà, c'est un plaisir pour moi d'être toujours ici. Vous êtes chirurgien général, oui. Patron d'une structure sanitaire également à Douala. Vous êtes en clientèle privée, on va le dire, en même temps. Et vous êtes l'un des doyens de la chirurgie au Cameroun. Non, je ne peux pas porter ce chapeau-là. Il y en a eu bien avant moi, bien avant. Le professeur René Essombasset fait partie, pas à son âme. J'ai dit l'un des. Ah, je suis loin de là. Donc, parmi. En tout cas, vous êtes chirurgien, on le sait, on le constate. Et en même temps, vous avez aussi écouté les témoignages de cette jeune mère et les membres de sa famille pour cet enfant qui n'a que 2 mois aujourd'hui. À vrai dire, je n'ai pas bien suivi le reportage parce que le volume était bas. Moi, je suis quelqu'un de véridique. Mais c'est une pathologie qui n'est pas rare. Hein.
C'est une pathologie qu'on rencontre, comme mon confrère gynécologue l'a dit, on rencontre cela dans les pathologies de malformation depuis des lustres. Et chez nous ici, ça ne manque pas. On en trouve régulièrement. La seule chose que je peux dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de malformations qu'avant. Parce que je suis aussi médecin depuis des années. Je suis médecin depuis 1980. Et dans mes pratiques régulières ici au Cameroun, les malformations n'étaient pas si courantes qu'aujourd'hui. Et je peux emboîter le pas en disant il y a eu des inductions. Des manipulations, surtout la radioactivité. Le problème de Tchernobyl, il ne faut pas l'oublier, a causé beaucoup de dégâts et continue à en faire. Et augmente le nombre de taux de malformations et de cancers. Donc en réalité, aujourd'hui, on peut en avoir plus. L'autre jour, j'ai suivi à la télé, c'était l'imperforation anale. Oui. Toujours dans votre émission. Il y a les malformations, même au niveau du crâne, le bec de lièvre qu'on trouve souvent. Aussi, c'est des choses dont la nature, en réalité, ne peut pas être expliquée autrement que les inductions provenant des manipulations radioactives. D'accord. Merci également d'être venu sur ce plateau. Docteur Asomo Joël, je vais dire Akono Asomo Joël, Alex, bonsoir et bienvenue également. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste, vous travaillez pour l'hôpital de Ndokpassi, c'est un hôpital public. Et voilà. Vous aussi, vous avez un mot à dire en rapport avec ce témoignage, le reportage qui démontre un peu la souffrance quotidienne de cet enfant. Je ne vais pas revenir sur ce que les témoins du SAEU ont dit, c'est-à-dire parler de la spina bifida qui est une malformation du tube neural, de fermeture du tube neural. Mais généralement, dans notre contexte bantou, la naissance d'un enfant est toujours un moment de joie, de gaieté, de partage. Et il n'est pas souvent évident pour un parent de donner naissance à un enfant qui a une malformation. Car cet amour qui devrait normalement porter à cet enfant se transforme à de la crainte, de la peur, et cela n'est pas bon pour le parent. Donc en plus du volet médical, nous avons également le volet psychologique à apporter aux parents. Et justement, vous êtes généralement en première ligne puisque c'est vous qui accueillez ces femmes enceintes qui arrivent à l'hôpital en tant que médecin généraliste. Oui, nous sommes généralement les premiers à recevoir ces femmes en consultation et ensuite nous les orientons en fonction de la pathologie vers le spécialiste adéquat, en fonction de la pathologie que nous décelerons après un examen clinique bien construit. Et il est de la question que nous nous posons généralement parce que, comme l'aîné l'a dit, nous avons une recrudescence des malformations congénitales. La question qui se pose est de savoir, est-ce la population qui n'obéit plus aux lois médicales ou bien est-ce le corps médical qui n'est plus assez efficace, qui ne transmet plus l'information de la meilleure des façons pour mieux sensibiliser la population afin d'éviter d'arriver dans ce genre de situation. En tout cas, des questionnements, bien entendu. Docteur Sylvain Tocha-Kamle, docteur Tchatchoua l'a dit, on constate une recrudescence. Il y a peut-être 20 ans, 30 ans, il n'y avait pas assez de pathologies congénitales constatées. Oui, c'est vrai qu'il y a, le médecin l'a dit tout à l'heure, il y a des conséquences. Il a parlé de Tchernobyl. Il y a aussi des conséquences, n'est-ce pas? Vous voyez, l'alimentation aujourd'hui, la façon dont on mange aujourd'hui n'est plus la façon la plus saine. Alors donc, n'ayant pas fait des recherches, il est incapable, il nous est impossible, n'est-ce pas, de dire avec exactitude à quoi est-ce que ces malformations sont dues dans notre contexte. Alors on remarque seulement que nous ne mangeons plus sainement comme avant. Et qu'est-ce que cette alimentation nous moderne peut apporter comme maladie, n'est-ce pas? On ne comprend pas très bien. On remarque seulement que ces derniers temps, il y a des maladies telles que, bon,
on n'arrive pas à expliquer vraiment pourquoi est-ce que la fréquence augmente. Alors la spina bifida, les études ont été menées. Ça, c'est la fréquence comme nous l'avons donnée en Europe. Ici, chez nous, nous n'avons pas la réalité des faits. Alors, il y a quelque chose qui est très important, c'est quoi? Dans la spina bifida, il a été démontré qu'on peut baisser le taux, n'est-ce pas, de cette, parce qu'on connaît cette maladie depuis longtemps. Alors, donc, le taux de cette maladie en administrant à la femme l'acide folique. Et l'importance de l'acide folique, n'est-ce pas, dans la prévalence de cette maladie est à noter. Et une méta-analyse a été menée en Chine. Donc, on a pris 2 groupes de femmes. Les femmes à qui on administre la vitamine B9, c'est-à-dire l'acide folique, et un autre groupe de femmes à qui on n'a pas administré la vitamine B9. Quand elles ont eu l'idée d'enfanter, d'avoir un enfant, on a commencé à les mettre sur 0,4 mg d'acide folique dans un groupe bien donné, et l'autre groupe versus l'autre groupe à qui on n'a rien donné. Mais on s'est rendu compte à la fin que le taux de prévalence de cette maladie est beaucoup plus grand dans le groupe qui n'a pas pris l'acide folique. Et c'est pour ça qu'on conseille aujourd'hui de façon préventive, n'est-ce pas, aux femmes, quand elles pensent avoir un bébé, avant qu'elles commencent à prendre au moins, n'est-ce pas, 0,4 mg d'acide folique tous les jours, et même 3 mois après la conception. Et ça on a prouvé que les femmes qui prenaient ça, avec le groupe de femmes qui prenaient ça, avaient des chances de ne pas faire cette maladie congénitale. Voilà au moins quelque chose de positif qu'on a eu par rapport à cette pathologie. Et on est en train, dans les pays qui, n'est-ce pas, se soucient de la santé, de la population, il y a des politiques qui sont menées comme ça. On distribue, comme on distribue chez nous peut-être la chloroquine, on distribue l'acide folique gratuitement aux femmes qui veulent tomber enceintes. Alors lorsqu'elles consomment cela, elles n'ont pas assez de chance, si on peut dire comme ça, de malchance d'avoir, n'est-ce pas, des cas de malformation congénitale, particulièrement la spina bifida. Alors, oui, allez-y. Justement, emboîter dans le même sens et dire qu'en fait, nous sommes de la génération de ceux qui ont été formés au CUS. Les premières années, je suis de la 6e promotion. Il y avait le service de santé maternelle et infantile, la PMI, où automatiquement, depuis que je suis entré au CUS, on donnait toujours aux mères, parce qu'il y avait des facteurs d'anémie fréquents, soit c'est le palud, soit c'est la parasitose intestinale ou toute autre chose. On leur donnait toujours le fer associé à l'acide folique. C'est donc ce qu'il dit, c'est tout à fait exact. L'acide folique est absolument nécessaire pour les mamans qui sont en âge de gestation. Je ne sais pas si cette politique a entre-temps baissé. Parce qu'en autre temps, excusez-moi, il y avait dans les PMI ce qu'on appelait l'éducation sanitaire. Les mamans qui venaient à l'hôpital avec les enfants malades, on ne les consultait pas directement. On les sensibilisait pour qu'elles comprennent pourquoi l'enfant est malade. Même le lait maternel. On faisait une séance d'éducation sanitaire avec questions que les parents posaient, les mères posaient, pendant 25 minutes à 30 minutes. Vous avez l'impression que ça ne se fait plus? J'ai l'impression que ça ne se fait plus. Alors, qui faisait ça, c'était le ministère de la Santé. Okay. C'était le ministère de la Santé. Et on nous a formés au CUS. Nous allions dans les villages pour enseigner à la population comment s'alimenter. Siméon, Volier, voilà, c'est même très grand centre. Fou. Nous allons dans les villages justement pour ça, parce que vraiment, la santé passe d'abord par la prévention. Et cette prévention a disparu. Excusez-moi. On ne peut plus voir dans une formation sanitaire où on passe d'abord par l'éducation des malades avant l'administration des médicaments. D'accord. C'était comme ça.
Ok. Alors, je ne vous ai pas donné la parole depuis, madame. Niecho Joséphine Aimé, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Je ne vous ai pas donné la parole depuis parce que j'attendais justement que les hommes se prononcent sur la situation actuelle, c'est-à-dire cet enfant qui est malade. Vous êtes kinésithérapeute et physiothérapeute également. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous avez un mot à dire sur le cas de l'enfant que nous recevons ce soir, qui souffre de spina bifida. Et cette maladie qui entraîne aussi d'autres pathologies. La tête prend du volume, les pieds bottent aujourd'hui. Merci Monsieur Flavien, désolé pour le retard. Bien, le spina bifida, comme les prédécesseurs ont dit, malgré que j'étais un peu à distance, c'est cette, comment est-ce qu'on explique ça? C'est le fait que les méninges, ou alors on va dire ça comme ça, qui n'ont pas complété le développement. Donc, la présentation clinique, elle varie. Chez certains enfants, vous allez voir comme l'autre avec la blessure dans le dos. Chez d'autres, vous allez juste voir une bosse. Et chez d'autres, vous allez voir comme une queue. En fait, tout ça, c'est pour montrer que le développement neural n'a pas suivi son processus normal. Voilà. Maintenant, à côté de ça, cette maladie peut avoir... en fait, c'est une maladie qui peut engendrer d'autres. Chez les enfants avec le spina bifida, on ne trouve pas toujours le pied beau, pas toujours, mais au moins sur 10 cas, on peut avoir 6 ou 7 avec les pieds beaux. Voilà, donc le spina bifida, il n'est pas le seul, ou alors ce n'est pas la seule maladie qui engendre des pieds beaux dits secondaires. D'accord. Vous êtes, en tout cas, on vous a davantage invité pour nous parler comment est-ce qu'on trouvera, ou alors quelle solution à trouver pour éviter ou pour améliorer les pieds de cet enfant. C'est de votre spécialité de toute façon. Alors, docteur Tocha, pardon. Alors, on comprend bien qu'il y a de plus en plus de femmes qui naissent. C'est une femme qui raconte qu'elle a suivi, selon elle, le cursus normal d'une grossesse, mais elle était suivie par des infirmières. Selon elle, et elle rencontre le gynécologue lorsqu'elle a 8 mois de grossesse. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des manquements quelque part? Oui, c'est un drame dans notre société, dans notre façon de suivre les grossesses. Et ce n'est pas la première fois que sur ce plateau, nous essayons de dénoncer la façon dont la prise en charge se fait. Alors, le docteur parlait tout à l'heure de l'IEC, information, éducation, communication. Alors, personnellement, je le fais. Une fois par semaine, je réunis les femmes enceintes, j'apporte des enseignements sur ce que c'est peut-être que l'allaitement maternel, quels sont les avantages et tout ça. Il y a des échanges qui se font. Elles ont des informations qui viennent du quartier. Si tu as les pieds qui gonflent, il faut boire, n'est-ce pas, le Fibangras, etc. Alors donc, nous leur disons, c'est peut-être bien d'assécher les pieds, mais c'est mieux de laisser les pieds gonflés parce que ça aide l'obstétricien. Quand vous avez les pieds gonflés, c'est un signe de la triade. Vous avez déjà l'œdème des membres inférieurs, ils cherchent est-ce que vous avez une albuminurie parce qu'en réalité, on ne doit pas avoir l'albumine dans les urines. Alors, et ils regardent aussi voir est-ce que la tension est élevée. Ces trois choses-là font qu'on pose un diagnostic de pré-éclampsie. Ça veut dire que si on ne fait rien, vous allez faire une éclampsie. Alors quand vous allez maintenant boire les diurétiques, parce qu'en réalité c'est ça, ces tisanes qui font uriner, ce sont des diurétiques. Alors vous allez lire dans toutes les publications que les diurétiques sont interdits pendant la grossesse. C'est vrai, vous asséchez les membres, vous enlevez de l'eau, c'est vrai, mais vous enlevez aussi de l'eau sur le bébé. Alors quand vous diminuez la quantité de liquide amniotique, le bébé va se ratatiner, il y aura des malformations. Donc c'est ce qu'on passe le temps à répéter à nos femmes. Et c'est difficile de leur enlever ça de la tête. Mais heureusement, on le fait. Et avant, c'était très très bien organisé. C'est-à-dire qu'elle pense à elle sans penser au bébé, peut-être. Oui, en prenant ces médicaments. En prenant cette tisane. Oui. Bon, oui, ça leur fait du bien parce que les pieds se dégonflent. Mais ça fait du mal à l'enfant. Alors donc quand on leur dit ça, on leur apporte cet enseignement, ça leur fait du bien. Et beaucoup réussissent, n'est-ce pas, à éviter ce genre de choses et à enseigner autour d'elles. Alors, ceci étant dit, les consultations prénatales sont des moments vraiment où on va dans les profondeurs, dans la surveillance. Vous voyez,
cette maman dit qu'elle est partie voir le gynéco à 8 mois de grossesse. Ça, c'est une aberration. C'est très, très dangereux parce que ces personnes qui vont, ces infirmiers ou la sage-femme qui suit la grossesse, si tout se passait bien, il y a des échographies à demander. À 12 semaines, on a la première échographie. Et à 12 semaines, il y a des choses que l'échographiste cherche. Il mesure la clarté nucale. Le derrière du cou, la clarté nucale. À l'échographie de 12 semaines, il mesure ça. Quand la valeur commence à être élevée, il se dit, mais cet enfant, certainement, va nous faire ce qu'on appelle au quartier les Mongols, la trisomie 21. Alors, il cherche ça quand il ne trouve pas. Il dit, voilà, échographie du premier trimestre à 12 semaines, tout va bien. Maintenant, la sage-femme qui suit l'enfant, ou l'infirmier qui suit l'enfant, ou le médecin qui suit l'enfant, la femme, je veux dire, va dire, revenez pour une autre échographie à 22 semaines. Ça, c'est la deuxième échographie. Et là, c'est une échographie morphologique. À l'issue de cette échographie morphologique, justement, on découvre ces pathologies, parmi lesquelles la spina bifida. On découvre ça. Parce que la machine, généralement, on a une machine aujourd'hui et on a des échographes 3D. Alors, ça te montre exactement qu'il y a une bosse derrière le dos. Ça te montre exactement qu'il y a une solution de continuité des vertèbres qui vont, à un moment donné, à L4, L5, ça saute. Et à l'intérieur, il y a protrusion. Donc, il dit, attention, il y a une spina bifida ici. Alors, lorsque ça se passe comme ça, l'échographiste qui fait cette échographie de 22 semaines envoie un rapport au médecin pour lui dire, attention, cette dame, l'enfant est en train de faire une pathologie. Alors, on les convoque et on discute avec eux. Il y a des cas graves dans lesquels on dit, la famille peut dire non, on ne veut pas, on n'en veut pas, etc. Après les explications, c'est un staff. Bon, et puis, la loi permet aussi qu'on fasse une ITG, une interruption thérapeutique de grossesse. Ça, on a le droit de le faire. Alors, d'autres familles disent non, nous voulons notre enfant, il faut qu'il naisse comme ça. On dit voilà, il va naître comme ça, mais voilà les conséquences, voilà ce que ça va entraîner. Alors, ce qui fait que c'est une équipe, hein, avec un psychologue, avec je ne sais pas, et on réussit à remonter les familles et ils acceptent l'enfant. Voilà. C'est pour ça, nous revenons donc à la prise en charge pour dire que l'échographie, quand on la demande, on recherche quelque chose. 12 semaines, 22 semaines, la prochaine échographie sera à 32 semaines, l'autre sera à 39 semaines, et 39 semaines, c'est le pronostic d'accouchement. Alors, est-ce que l'enfant vient par les pieds ou vient par la tête? Il a combien de kilos par rapport au bassin de la femme? On étudie tout ça ensemble. Donc, j'imagine que c'est certainement la dernière échographie qui a révélé que son enfant avec de l'eau dans la tête, c'est ce qu'elle nous raconte. Oui, parce qu'on a fait une bipariétale. Le médecin a mesuré une bipariétale qui est supérieure peut-être à 100. Et c'est pour ça que le rapport parvenu au médecin, il a dit, écoutez, avec ce bipariétal à 100, l'enfant ne peut jamais sortir. Donc, on va faire une césarienne. Et comme la consoeur le disait, dans la plupart des cas, la spina bifida est combinée à l'hydrocéphalie. Mais quand on voit cet enfant, ce n'est pas très sévère chez elle. Parce qu'il y a des cas vraiment de tête très, très énormes. Et quand on va venir dans le traitement tout à l'heure, il y a des propositions que les neurochirurgiens font par rapport à ça. Alors, docteur Tchachoua également, lorsqu'on essaie de voir un peu ce qui arrive à cet enfant, c'est la conséquence de cette maladie qui crée, je veux dire, les pieds-bottes que cet enfant a aujourd'hui. Ça fait partie des conséquences de cette maladie qui est spina bifida. Avant d'arriver à ça, je voudrais apporter un éclaircissement. Parce que quand il y a déjà la bosse, c'est le mélangocèle, c'est-à-dire c'est le liquide céphalorachidien qui se trouve dans la poche, qui peut même juste être en dessous de la peau. Si bien que l'enveloppe qui recouvre les nerfs, qu'on appelle la dure mère, n'existe pas au centre, parce que ça s'est dilaté et il n'y a plus cette structure qui enveloppe le nerf au niveau de la voûte de la bosse. Le spina bifida, c'est quoi? C'est en fait dû au fait que les vertèbres, le corps vertébral et ce qu'on appelle l'arc postérieur des vertèbres ne se font pas au même moment. La partie antérieure, qui est le corps vertébral, se développe d'abord et c'est à partir du 4e mois que l'arc postérieur, c'est-à-dire ce qui forme le derrière avec ce qu'on appelle l'apophyse
épineuse. Cette partie-là ne se forme que progressivement. Et il y a un facteur que je crois qui peut être favorable à l'apparition de spina bifida. Spina bifida, ça veut dire qu'en fait que la vertèbre a 2 cornes, comme les pinces de homard. Ça ne s'est pas fermé, donc c'est ouvert comme ça, et la partie qui devait fermer n'existe plus. Et ça se fait comme ça sur plusieurs vertèbres. Comme le confrère a dit, c'est surtout dans la région lombaire qu'on trouve ces malformations facilement. C'est rare au niveau des vertèbres cervicales, aussi rare au niveau des vertèbres dorsales. Donc alors, comme il n'y a plus de possibilité de contenir le tube neural avec la dure mère, le liquide qui est sécrété, parce que c'est sécrété au niveau du cerveau, c'est ce qu'on a dans les ventricules latéraux, qu'on appelle le plexus coronoïde. C'est sécrété là-bas, ça descend jusqu'à la queue de cheval. Et ça remonte et ça va être réabsorbé au niveau du cerveau encore dans le corpuscule de Paccioni. Donc quand il y a cette dilatation, le circuit ne se fait plus à la vitesse normale. Il y a accumulation. Le corpuscule de Paccioni n'arrive pas à résorber à la vitesse qu'il faut. Et le plexus coronoïde ne fait que pomper, augmenter la quantité. Et c'est ainsi que se développe la grosse bosse que l'enfant a dans le dos. Et je reviens sur le problème, ça peut être le pied beau, existe même parfois, sans qu'il y ait le spina bifida ou bien le méningocèle. On trouve des enfants qui ont la colonne vertébrale tout à fait normale, mais ils sortent avec le pied beau, c'est-à-dire le pied est plié vers l'arrière, vers le derrière et en varus, tourné vers l'intérieur du corps. Ça peut être possible parce que quand il y a le spina bifida, les racines nerveuses sont en état de tension dans la bosse et ça irrite les nerfs qui vont dans le membre inférieur. Ça peut être lié à ça, mais très souvent, ce n'est pas lié du tout à un spina bifida. D'accord. Alors, spina bifida, lorsqu'on évoque le mot, le nom, c'est directement on se réfère à vous parce que ça fait partie des pathologies que vous gérez au quotidien. Et là, on veut comprendre, lorsqu'un bébé naît déjà avec les pieds du genre, est-ce qu'il est possible de trouver la solution à l'immédiat? Ou alors, c'est à la longue? Je vais rappeler que le spina bifida, comme le confrère le disait, comment est-ce que je veux dire, c'est une pathologie, on dit le spina bifida serait, c'est le conditionnel, à l'origine du pied beau. Donc, comme le confrère le disait, on peut avoir des pieds beaux qui n'ont rien à voir avec le spina bifida. On va dire de ces pieds beaux-là qui sont idiopathiques. Maintenant, quand on a un spina bifida et qu'en bas on a un pied beau, on se dit que ce serait le spina bifida qui serait à l'origine de ce pied beau-là. Maintenant, pour ce qui est de la prise en charge, chez ces enfants-là, il n'y a pas que le pied beau qui est... Il est vrai que c'est un peu plus flagrant, mais chez ces enfants également, on va avoir un trouble de la sensibilité. Parfois, on a une anesthésie. On a également parfois une incontinence. C'est-à-dire que même jusqu'à l'âge de 3 ans où l'enfant peut contenir ses déchets, il ne peut pas le contenir. Mais maintenant, pour ce qui est du pied beau, le traitement, ce n'est pas une urgence, parce qu'il y a plus urgent. Le dos qui est ouvert a besoin de traitement. Donc, c'est après le traitement de ce dos qu'on voit comment prendre en charge le pied beau. Mais pour le traitement est possible. C'est possible. D'accord. Je vais dire quelque chose, parce qu'il faut être science pour la science. Moi, je suis chirurgien. Le pied beau, quand c'est vraiment irréductible, parce qu'on corrige avec le plâtre. Quand c'est encore chez un bébé comme ça, on peut corriger ça avec le plâtre. Je le corrige avec le plâtre, simplement, et l'enfant retrouve sa position normale. Maintenant, si on met le plâtre et que ça ne donne pas, il faut opérer. La technique chirurgicale, c'est l'allongement du tendon d'Achille. Oui. Et ça se corrige avec un petit apport au niveau de la ponévrose plantaire pour assouplir la plante du pied. Et on le fait et on fait un petit plâtre et l'enfant retrouve du moins la marche normale. D'accord. Donc il y a les solutions. Pour le pied beau, il y a les solutions. Pourvu qu'on prenne ça très tôt.
D'accord. Alors, docteur Akono, on a appris, en tout cas, on a écouté docteur Tocha tout à l'heure qui expliquait comment est-ce qu'il rencontre les femmes enceintes et leur prodiguer des conseils de comment est-ce qu'on peut vivre avec une grossesse. Mais vous êtes médecin généraliste, ça devrait être votre rôle, vous au quotidien aussi, vous qui rencontrez ces femmes, ces patients de tous les âges, que ce soit les enfants, les adultes ou les femmes enceintes ou les hommes même. C'est un travail que vous devriez faire. Vous le faites souvent? Oui, nous faisons ces séances d'éducation à ces jeunes mamans. Et maintenant, le fait de savoir si elles s'intègrent bien les notions qu'elles reçoivent lors de ces consultations. Parce que beaucoup se basent sur des prédictions et des théories du quartier, si je peux le dire ainsi. Et avec pour conséquence ces malformations que nous avons à la longue. C'est-à-dire quoi, les théories du quartier? C'est-à-dire qu'il y a des médicaments, par exemple, qu'il faut prendre pendant la grossesse qui ne sont pas adéquats pour la grossesse, par exemple. Et le fait d'être suivi par certaines personnes, au lieu de se rapprocher des structures sanitaires pour mieux suivre leur grossesse, certaines ne le font pas. C'est-à-dire qu'elles ne vous font plus confiance ou alors qu'elles ne veulent simplement pas vous écouter? C'est la confiance en fait qui est un peu rompue entre le personnel médical et les patients à certains moments. Si vous permettez, je vais ajouter de l'eau à son moulin. Parce que l'expérience professionnelle nous donne des vues en général. La médecine traditionnelle chez nous est totalement séparée de la médecine moderne, ce qui est une mauvaise chose. Parce que le tradit praticien, il y a des médicaments traditionnels qui sont efficaces pour traiter certains maux. Mais le seul problème qu'il peut avoir, c'est la toxicité. Oui. Parce qu'il n'y a pas de médicaments sans effet secondaire. C'est très rare. Mais comme la dose est donnée sans avoir pensé à la toxicité, les gens prennent ces médicaments. Quand ça résout le problème d'une personne, l'autre personne va dire « j'ai pris tel médicament indigène et ça m'a donné un bon résultat, viens aussi prendre le même médicament ». Et ça peut être des médicaments qui ont des effets secondaires qui créent des situations tératogènes, c'est-à-dire que la femme enceinte consomme un médicament qui va nuire au bébé. Le problème que nous avons, c'est l'intégration et il faut faire cela. Parce qu'avant l'arrivée des Blancs chez nous, nos parents vivaient, ils se soignaient. Même s'il y avait des morts, on ne meurt pas où. Mais il y avait des médicaments qui étaient efficaces. Il faut seulement rentrer aussi, que l'État donne la possibilité de donner aux jeunes médecins la formation de la connaissance de la médecine traditionnelle. Vous vous rappelez d'une chose. Ici, il y a une société hollandaise qui était venue, qu'on appelait Plantekam, qui avait créé son centre à Moutenguene. Ils sont venus et ils disaient qu'ils vont, avec les écorces, les feuilles, les fruits qu'il y a chez nous, créer une usine de fabrication de médicaments. Alors, les tradis praticiens, ceux qui connaissaient quelque chose dans tel ou tel domaine, le Wakanga, donc, que nous connaissons très bien, qui permet de fabriquer la pervincamine. Ils en ont exploité ici, si bien qu'à un moment donné, les gens avaient abandonné les plantations de café pour aller chercher le fruit de Wakanga. Voilà, le plan de médecine, surtout le Wakanga. Alors, ils ont eu les informations qu'ils ont consignées et une fois qu'ils ont tout obtenu, ils ont abandonné les bâtiments de Plantekam. Sont là-bas à Moutenguene, abandonnés sans demander le reste. Et ils s'en sont allés. Parce qu'en fait, quand on veut se développer, il faut suivre l'exemple de celui qui a traversé la rivière. Parce qu'il sait comment il a fait pour traverser la rivière. Mais nous ne voulons pas faire cela et nous n'allons pas nous développer facilement. Même les Chinois, même les Japonais, ils ont triché chez les autres. Même les Français, ils ont triché chez les autres pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, alors, selon vous, il faut associer les deux. Oui, attendez, j'en arrive à la fin de ce que je voulais dire. Il y a une science qu'on a négligée dans ce pays. La chimie analytique. C'est fondamental pour l'enrichissement d'un pays. La chimie analytique, je le dis. S'il y a des Camerounais qui peuvent aller faire la chimie analytique, je dis salut au pays. Parce que c'est à partir de ça, il y a ce qu'on appelle le tableau périodique de Mendeleïev. Toutes les choses qu'il y a sur la Terre ici, là, ont un nom consigné dedans. Et c'est à partir de ça que vous pouvez cueillir la feuille d'un goyavier, par exemple. Vous analysez par la chimie analytique
vous savez les constituants qu'il y a à l'intérieur. C'est comme ça que les Hollandais ont fait. Ils ont tout copié et ils sont en train de nous fabriquer les médicaments synthétiquement. Ils ne viennent plus prendre les feuilles, hein, parce qu'ils connaissent les chaînes, les formules chimiques avec leurs chaînes. Ce qui fait qu'ils mélangent par exemple l'hydrogène, on connaît. Le carbone, on connaît. Le calcium, on connaît. Le potassium, on connaît. Mais quand on mélange, on peut même obtenir le pétrole à partir de la formule chimique. Sauf que ça va coûter très cher pour produire comme ça. C'est l'une des sciences qu'il faut que les Camerounais apprennent, la chimie analytique. Et nous allons être aussi au top niveau parce que nous avons des richesses ici chez nous. À partir de nos plantes, à partir de nos fleurs, à partir de nos écorces, à partir de nos racines, à partir de nos fruits. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose, hein? Je vous ai vu. Dans le sens du médecin pour dire que sur un plateau de télé, on m'avait invité, j'étais le nom de la télévision en question, j'ai été pris dans un piège parce que lorsque je suis arrivé sur le plateau, je ne connaissais pas les gens, mes copanélistes, je ne les connaissais pas. Et on me les a présentés juste à quelques secondes du lancement de l'émission. Alors, je me suis rendu compte que j'étais le seul médecin conventionnel entouré des professeurs. Ça nous gêne un tout petit peu parce qu'on ne comprend pas. On n'est pas là pour saboter, mais nous sommes là pour essayer de réfléchir autour d'un problème sérieux que notre pays connaît. Alors, dans des pays qui se respectent, où nous avons aussi étudié un tout petit peu, un petit pays comme le Bénin par exemple, à la faculté de sciences, vous comprenez, il y a les tradis praticiens qu'on recrute, qui travaillent à la faculté de sciences. Et avec, n'est-ce pas, la technicité de ces tradis praticiens, ils réussissent à mettre sur pied, n'est-ce pas, des médicaments qu'on appelle traditionnels, mais, n'est-ce pas, qui font concurrence même actuellement aux médicaments conventionnels, aux médicaments de la médecine conventionnelle. Je prends une seule molécule qu'ils ont trouvée là-bas. Ils appellent ça, le monsieur qui a trouvé ça, il a eu un brevet. On lui a accordé un brevet à l'OAPI. Il a eu le brevet d'invention. Il a trouvé ce qu'on appelle le VK500. Le VK500, c'est une molécule qui soigne. Je pèse mes mots. Les médecins m'écoutent. Et ce que je dis n'est pas faux. Ils n'ont qu'à aller vérifier, n'est-ce pas, la drépanocytose. Alors qu'en médecine conventionnelle, on ne réussit pas à soigner la drépanocytose. Ce qu'on fait, c'est qu'on réussit à juguler, n'est-ce pas, à faire des traitements symptomatiques. On soigne les complications, mais on ne soigne pas la maladie. Et ce monsieur-là, il a risqué sa vie, vous comprenez? Parce que quand on s'est rendu compte qu'il était une menace pour les firmes pharmaceutiques, il était question, n'est-ce pas, de finir avec lui, comme on dit chez nous. Alors donc, c'est pour dire quoi? Le médecin évoque quelque chose de très très utile, très très important. On n'accorde pas une place chez nous à la médecine traditionnelle. C'est quelque chose, c'est une erreur grave. Et quand je revenais, si je reviens sur ce plateau, j'étais avec bon, mais c'est seulement, vous voyez, de part et d'autre, il y a des exagérations qu'il ne faut pas faire. Quand on dit professeur ceci, je ne veux pas citer le nom, ils sont là, professeur cela, professeur cela. Bon, on est choqués, nous, qui avons fait peut-être 8 ans pour être médecin généraliste, comme le confrère, peut-être 6 ans pour être spécialiste. Alors donc, on vous présente un professeur, parce que pour être professeur déjà, il faut être spécialiste, c'est vrai, mais il faut faire des recherches, c'est-à-dire tu as encore au moins 5 ans après la spécialité, ou 10 pour être agrégé. Bon, on vous présente un professeur qui se dit professeur et qui vous présente des choses qui ne sont pas très cohérentes. Alors nous pensons qu'avec un peu d'humilité, on peut bâtir avec eux. Si je reviens tout à l'heure à l'éducation qu'on fait aux femmes, une autre chose, c'est que, docteur, on m'a demandé de boire le miel. De boire le miel. Alors, le miel est extrêmement dangereux. Pour la femme enceinte? Pour la femme enceinte. D'accord. Je ne veux pas dire ici certaines choses. Bon, on nous écoute de partout. Mais je veux dire, c'est dangereux pour la femme enceinte. Et il y a quelque chose dans le miel qui nous intéresse en tant qu'obstétricien. Cela veut dire qu'une petite quantité ou une quantité X de miel peut être administrée
dans le cas où tu as un dépassement de terme. C'est-à-dire qu'en administrant cette quantité, ça induit le travail d'accouchement et la femme accouche. Mais seulement, ce qu'on ne connaît pas, c'est à quelle dose prendre dans le miel. Et quand les femmes prennent à une dose, par exemple, boit un demi-litre de miel, dès qu'elle boit, paf, elle entre en travail, elle fait ce qu'on appelle en obstétrique l'hypercinésie. Et ce qui est dangereux, c'est qu'elle va faire une explosion. Ça veut dire qu'elle va faire une rupture utérine. Vous comprenez? Alors que si on prenait, n'est-ce pas, cette vertu de miel, qu'on étudiait un tout petit peu, comme ils ont fait de l'autre côté avec un médicament qu'on appelle le cytotec, qu'on utilise aujourd'hui. Le cytotec, c'est un médicament du gastro-entérologue. C'est le gastro-entérologue qui donnait le cytotec. Mais le gastro-entérologue s'est rendu compte qu'en donnant le cytotec, les femmes avortaient. On a donc étudié pour voir qu'est-ce qui, dans le cytotec, n'est-ce pas, fait que les femmes avortent. Première chose, on a éliminé les hommes. Deuxième chose, on a éliminé les femmes qui ne sont pas enceintes. On a pris les femmes enceintes, on administre le cytotec, elles avortent. Ah, on a compris que cette substance-là, on peut l'utiliser pour déclencher le travail d'accouchement chez les femmes qui font un dépassement de terme. Et c'est ce qu'on utilise jusqu'aujourd'hui. Et quand on donne une petite quantité, paf, la femme entre, c'est la prostaglandine. La femme entre en travail et puis on contrôle bien, elle accouche dans des bonnes normes. Alors, ce n'est pas qu'on a quelque chose contre notre médecine dite traditionnelle, mais la volonté politique n'y est pas pour essayer d'agencer les deux pour qu'on puisse avoir un résultat probant. Alors, vous dites que le miel est dangereux pour une femme enceinte. Extrêmement dangereux. dangereux. Ça dépend de la prescription ou de la quantité. Et la quantité qu'on ignore, il faut faire les études pour voir est-ce qu'une cuillère est bonne, est-ce que demi-cuillère, c'est ça qui est bien. Mais pour que quelqu'un fasse ces études-là, il faut qu'il soit financé. Oui, naturellement, c'est une étude. Il faut de l'argent pour ça. C'est pour ça que nous parlons de la volonté politique. Justement. Alors, Dr Tachwa, il y a cet enfant qui a la tête qui prend du volume. Déjà, quand on lui a dit, on a dit à la mère. Après, la dernière échographie, qu'il y avait de l'eau dans la tête de cet enfant. Voilà. Aujourd'hui, l'enfant va grandir avec toutes ces pathologies dans le cas où on ne trouverait pas des moyens pour sa prise en charge. Ça va davantage être difficile pour cette famille. Oh, je crois qu'il faut rechercher quel traitement doit passer avant l'autre. Est-ce que l'enfant bouge ses jambes? L'enfant bouge ses jambes à l'heure actuelle? Non. Ah. Ça ne bouge pas. Apparemment, à un certain niveau, elle n'est pas sensible. Voilà. Ça veut dire déjà que le plus urgent, c'est l'hydrocéphalie. Il faut résoudre d'abord ce problème. Parce que l'hydrocéphalie va entraîner à la longue une compression du cerveau telle que l'enfant ne va pas vivre. Il faut lever l'hydrocéphalie rapidement. L'autre, on attaque parce que ça, c'est plutôt pour moi secondaire. Le spina bifida, le méningocèle, c'est secondaire pour moi. Le plus urgent, il faut protéger le cerveau parce que le cerveau est la centrale de tout l'organisme. C'est la centrale électrique de tout l'organisme qui commande le cœur, qui commande la respiration parce qu'il y a le nerf phrénique qui permet d'amplifier la cage thoracique pour respirer. Tout part du cerveau. Mieux vaut encore courir pour résoudre le problème du cerveau et revenir sur l'autre. Parce que ici, s'il y avait encore la sensibilité, on pourrait dire rattrapons le peu qui reste. Mais il faut d'abord résoudre le problème du cerveau. Et l'autre problème va suivre. Pourquoi? Parce que dans la société, les gens naissent. Il y en a qui naissent sans bras, mais ils ont le cerveau. Il y en a qui naissent sans pieds, mais quand ils ont le cerveau, ils sont utiles à la société. Il y en a qui naissent sans membres inférieurs, ou ils ont les membres inférieurs, ils tirent les fesses par terre, mais le cerveau, étant normal, il peut faire n'importe quoi, réussir dans tout. Et c'est le cerveau qui entretient la vie. Il faut courir pour résoudre le problème d'hydrocéphalie. D'abord. Parce que comme je dis, le cerveau, s'il ne commande pas le cœur ne bat plus. Hein.
s'il ne commande pas la respiration, parce que tous les organes là fonctionnent par l'électricité cérébrale, même jusqu'aux intestins. Les intestins bougent parce qu'ils ont leur part de nerfs qui leur permet de bouger et de fonctionner. Tout dépend du cerveau. Il faut courir. Est comprimé à travers Dans la boîte dans la crânienne. boîte crânienne, plus les séquelles seront importantes et plus longue sera la réadaptation avec Oui. le temps. Et également Même- cette spina bifida qui est présente, comme nous l'avons vu sur la vidéo, il y a une sorte de plaie qui expose les méninges et qui peut entraîner une infection à la longue méningite qui peut également être fatale Ouais. pour l'enfant. Donc l'aspect neurologique est très important chez cet enfant et la Tout à fait. rapidité de prise en charge doit être prise en compte également. Plus nous traînons, plus il y a des possibilités d'avoir des séquelles qui peuvent être soit infectieuses, soit dégénératives en fonction des capacités de l'enfant à tenir. Il va dans le même sens que moi, mais sauf qu'il ne donne pas exactement la priorité. J'ai dit, le cerveau est la centrale énergétique de la vie. C'est pour cette raison que quelqu'un peut perdre un membre. Il vit, non. Mais si on te coupe la tête, c'est fini. Tout vient d'en haut. Il y a des gens qui sont sur les chaises roulantes, mais ils vivent. Ils sont des directeurs d'entreprise. S'il y a l'hydrocéphalie, il faut courir pour l'hydrocéphalie. Alors, Joséphine Aimé, vous comprenez bien que dans cette prise en charge, il y a la priorité. Si, si, si. L'infection d'une manière ou d'une autre, en attendant qu'on refasse le traitement de l'hydrocéphalie. Oui, comme je te le disais au début, dans ce cas chez l'enfant, l'enfant a plusieurs problèmes. Donc la prise en charge est vraiment, on va partir en fonction des priorités. Donc le pied-beau aujourd'hui, ce n'est pas une priorité chez cet enfant. Donc on va aller step by step. On part par les, comment est-ce qu'on dit ça? On va par les problèmes les plus urgents qui peuvent ôter facilement la vie de l'enfant et puis progressivement. Oui. Maintenant, pour ce qui est du pied-beau, comme le confrère le disait, on a plusieurs types de traitements. On a le traitement fonctionnel, on a le traitement chirurgical que le professeur a abordé. Orthopédique. Et puis maintenant, on a le traitement orthopédique où on voit Ponseti. Voilà. Le traitement de Ponseti, lui, ce sont des plâtres successifs suivis de la ténotomie, section du tendon d'Achille et puis le port des attelles. Ce que je veux rassurer les parents, c'est que peu importe que ce soit un pied-beau secondaire, comme le cas du bébé, ou un pied-beau idiopathique où on ne connaît vraiment pas la cause, on a la chance de pouvoir corriger complètement le pied et donner la chance à l'enfant en fonction des capacités fonctionnelles résiduelles, donner des capacités à l'enfant de pouvoir marcher. Ouais. Oui, donc on comprend qu'il y a, il faut commencer par l'hydrocéphalie qui est... L'hydrocéphalie, c'est-à-dire qu'il faut qu'on, je ne sais pas si le docteur fait la neurochirurgie, il faut De l'hydrocéphalie. Voilà, donc... Parce qu'il y a le matériel, je ne sais pas si les neurochirurgiens d'ici ont même ça. La valve Sophie, c'est la valve sans retour, qui est la plus efficace. C'est-à-dire on met une valve, la pression qui est à l'intérieur du crâne entraîne la sortie du liquide. Et là où on envoie le liquide céphalo-rachidien, c'est encore très important. La plupart des chirurgiens, des neurochirurgiens, ils envoient dans la cavité péritonéale. C'est pas bon. Ça dans le ventricule, parce que l'abdomen a une pression positive que vous ne pouvez pas facilement faire descendre le liquide dans une boîte qui est sous pression. Les intestins et la toux et la respiration font en sorte que le liquide ne va pas sortir bien. On envoie dans le ventricule gauche, à travers la veine jugulaire, la veine jugulaire, directement. C'est la meilleure façon. Parce que le ventricule, quand il aspire le sang de l'oreillette, il crée une pression négative qui suce en même temps le sang, le liquide qui provient de la valve.
Et ça permet de faire circuler le liquide céphalorachien facilement. Alors, on comprend bien que tout La cela dilation nécessite, abdominale n'est pas bonne. tout cela nécessite beaucoup de moyens financiers. Pas tellement, pas tellement. J'ai Pas vu, tellement. j'ai- Il y a de l'aide. Ça peut se faire On avec peut combien acheter- à peu près? Oui, mais même sur place, ils ont la valve Sophie. Ça existe. Oui, c'est une question d'argent. Je parlais. Vous dites que c'est pas. Non, j'ai dit, mais on est ici pour faire des propositions. Non, pour faire le. Comment on appelle ça? Aidez-nous. On fait d'abord des propositions et avant de Justement, voir... c'est- justement, puisqu'on a parlé des propositions, je Bon, pense qu'on la parlait technique que le médecin parle tout à l'heure, c'est ce que j'ai toujours vu faire, puisque j'ai aidé à faire. Mais on a fait la dérivation péritoniale. Je pensais que bon, on pouvait faire cela. Bon, cette dérivation, ça a coûté 600 000 francs environ. Voilà. Donc, il a mis la valve qui doit prendre le liquide et De la cet tête. enfant a encore un très bon pronostic. Parce que lorsque l'hydrocéphalie atteint des proportions où les yeux commencent à s'écarquiller, où il y a atteinte n'est-ce pas, Du nerfs cortex et tout ophtalmiques ça. et tout ça, Les centres respiratoires ça et devient les très centres vitaux. compliqué. Je crois que c'est le moment vraiment de pouvoir mettre ces plaques-là qui va ramener, qui vont faire que la tête de l'enfant, comme tel que c'est costaud, ça va redevenir normal parce Normal, que le liquide sera en train d'être évacué. Alors donc la technique que j'ai vu faire, c'est l'évacuation péritoniale. Péritoniale. Maintenant, le médecin propose autre chose. C'est jouable. C'est pas qu'il propose. Il faut. C'est ce que j'ai vu. Ce que vous avez Et dit. nous avons fait. Voilà. C'est la ventriculaire. Donc je n'ai pas cette expérience. Il Peut-être faut qu'il envoyer peut le nous liquide aider dans un espace à pression négative. Voilà. Il peut nous aider à avoir déjà le prix. Alors, parce que vous c'est de dites ça que vous qu'il avez s'agit. évalué lors de cette opération, c'était Cette technique, oui, cette oui, technique c'est a coûté 600 000 francs ouais. CFA. Ouais. C'est déjà une proposition. Alors, on comprend bien que ça peut aller. Si on a 600 000 francs Tout à CFA, fait. on peut déjà sauver cet enfant. Tout à fait. Pour ce qui est de Pendant ce l'hydro- temps, on protège quand même. On protège fait le pansement sur la les- blessure, on lui donne des antibiotiques pour éviter la méningite. Est-ce que le fait de retirer ce liquide va permettre à ce qu'il retrouve la sensibilité au niveau de ses membres Non. inférieurs? Non. Le liquide va être retiré, renvoyé dans la circulation générale, mais le problème réel, c'est que cette ouverture de la dure mère, due au fait qu'il n'y a pas un mur derrière, ça va faire en sorte que la poche là ne va pas disparaître. Il faut toujours opérer. Mais vous avez dit qu'il faut d'abord faire traiter l'hydrocéphalie en protégeant, parce que ce n'est pas entièrement ouvert de façon qu'on voit les racines nerveuses qui se promènent sur la peau. On fait le pansement, on lui donne des antibiotiques. Et justement, la question, docteur, il voulait savoir si, en posant cette plaque, en résolvant le problème de l'hydrocéphalie, il n'y aura pas un avantage dans la sensibilité plus tard. C'est-à-dire pas dans la fermeture de la spina, Oui. mais dans la sensibilité plus tard, à cause du fait que le liquide sera déjà bien évacué et le système, En fait, le cerveau jouera son Si rôle. déjà aujourd'hui l'enfant Nous ne bouge revenons, pas. nous revenons à la source. La source, c'est le cerveau. Oui. La sensibilité, tout vient du cerveau, C'est avant ça. d'aller dans les membres. Ouais. Donc il y a une composante aussi de troubles neurologiques dus à l'hydrocéphalie. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Donc la conclusion, c'est que si on réussit à faire un bon drainage, n'est-ce pas, avec le On temps, augmente les chances certainement, voilà, la qu'après récupération avoir pourrait fait se l'opération, l'enfant récupère. faire. Oui. Qu'après avoir fait l'opération sur le dos. Opération sur le dos. Oui, Oui. parce que c'est de là que sortent les nerfs Les qui vont racines nerveuses. innerver le membre inférieur. Alors, c'est dit que Tout vient de la centrale, le schéma est déjà le là, cerveau. on comprend. Le schéma est là, on part déjà trouver la solution sur l'hydrocéphalie, Oui. en plus spina bifida et également les membres inférieurs, donc le pied botte en même temps. Donc, c'est ce que je disais. C'est tout à tout fait cela- évident que ici, l'enfant nécessite une rééducation. mais tout Si cela on fait même nécessite l'opération justement- dans le dos, il faut rééduquer. Sinon, les membres vont s'atrophier Oui. Tout à fait. entre-temps. Alors, tout cela nécessite des moyens financiers, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que la famille est venue à Regard Social. Tendre la main à ceux qui nous regardent, ceux qui suivent le programme. Docteur Akono. Oui, effectivement, cet enfant a des possibilités de récupérer la motricité et la sensibilité de ses membres inférieurs et pouvoir
et s'épanouir à la langue. Donc, et vivre normalement comme tout autre enfant. Donc tout est possible. Il y a des excellents neurochirurgiens au Cameroun, également des kinésithérapeutes qui sont assez qualifiés pour les sciences de rééducation de la langue. Donc nous implorons dans les gens de bonne volonté de venir en aide à cet enfant, de transformer ses pleurs parce que une maman ne doit pas pleurer. Après la naissance de son enfant, on attend que ce soit un moment de joie, un moment de bonheur. Donc de transformer ses pleurs en joie. Donc, ce sera la joie de tout le monde. Ça sera la joie de tout le monde, effectivement. La seule femme que nous avons sur le plateau, vous êtes une maman, notamment. Si vous dites un mot, c'est ce qui peut avoir. On dit généralement ce que femme veut. Je veux. C'est le veut. Oui, vraiment, la maman, je peux comprendre ses pleurs parce que l'enfant a des sérieux problèmes. On le dit comme ça, comme si c'était très facile. Mais c'est des problèmes assez graves et assez sérieux qui nécessitent vraiment des moyens et un accompagnement. Pourquoi pas psychologique? Parce que c'est pas facile pour cette maman de supporter cet enfant qui n'est pas normal dans ses bras. Donc, elle a besoin d'un accompagnement. Le quotidien est difficile, elle a dit d'ailleurs. Très difficile. Une fois terminé avec l'opération de la tête, l'opération du dos, la rééducation va commencer parce que les membres inférieurs, il n'y a pas la sensibilité, il n'y a pas la motricité et parfois associé à une incontinence, ça demande une rééducation sur le long terme. Et voilà, tout ça, ça je crois que ma soeur... Mais on aura élagué les grands risques de toute façon. Ne nous décourageons pas. Si. Parce que la rééducation, en réalité, chez nous, n'est pas seulement l'affaire de kinésithérapeute. Le kinésithérapeute forme aussi la famille à pouvoir... C'est comme les enfants qui naissent avec la paralysie... l'élongation du plexus brachial. Très souvent, on apprend à la maman qu'à chaque fois, elle fait à l'enfant sans... Et l'enfant récupère bien. Oui, et l'enfant récupère. Il faut seulement les accompagner au départ, mais les laisser aussi la charge d'être... Parce que la maman est avec l'enfant 24 heures sur 24. Le kiné ne vient que peut-être 2 heures par jour, c'est insuffisant. Justement, c'est insuffisant, mais elle a besoin également de cet accompagnement-là. En plus de l'auto-rééducation à domicile, elle a besoin de cet accompagnement-là qui n'est pas gratuit. Non, elle a vraiment besoin d'aide. Je suis en train de dire seulement que vous les accompagnez et à un moment donné, la maman même, elle peut même sans vous le dire, elle triche, elle voit comme vous avez fait. Elle est avec son enfant, elle fait aussi. Toujours est-il que... Mais il faut bien que la maman qui donne le lait à l'enfant, à toutes les 2 heures ou 3 heures, qu'elle sache que l'enfant a besoin aussi de bouger. Parce que même sans le vouloir, le bébé bouge tout doucement. Parce qu'on dit qu'un membre qui ne fonctionne pas s'atrophie. Si on ne fait pas ça, l'enfant va avoir le membre qui s'atrophie. Avant même la récupération nerveuse, le membre ne sera plus, les muscles auront fondu. D'accord. Alors on va faire un dernier tour de table pour comprendre déjà qu'on sait quelle est la stratégie qui est donc mise en place. S'il faut davantage accompagner cette stratégie des moyens financiers, on fait un rappel en faisant le dernier tour. Docteur Tocha. Oui, vous êtes gynécologue? Je n'aurai plus de prise de parole, c'est ça? Bon, je dis au moins une fois avant. Sauf si vous avez autre chose à ajouter, vous avez la possibilité. Oui, avant de dire ce que j'avais à dire par rapport à ce petit enfant, ce petit bébé de 2 mois, c'est quand même dommage. Comme la consoeur l'a dit, on remarque que c'est très compliqué, c'est difficile. Alors, c'est dû à quoi? Nous revenons encore sur les consultations prénatales. Nous revenons encore là-dessus. Parce que ça se passe très très mal chez nous. Alors donc, il faut que nous puissions vraiment nous organiser afin que ces consultations prénatales se passent dans de bonnes conditions. Alors, et les conditions économiques aidant, ça favorise aussi des négligences de la part des femmes que nous rencontrons aujourd'hui. Et j'en ai vu même ce matin. Madame, je vous fais une échographie. Non, je n'ai pas l'argent. Mon mari ne m'a pas donné l'argent pour faire une échographie, alors que c'est une échographie importante. Alors donc, ce qui fait qu'on est parfois obligé de la faire quand même si on ne doit pas prendre de l'argent. Parce que ça permet de découvrir certaines pathologies qui sont compatibles ou non avec la vie. Alors donc, quand c'est des choses de pathologies qui ne sont pas
vous voyez quelque chose, par exemple, vous découvrez que... Le siamois, par exemple. Voilà. C'est très mauvais. C'est très très mauvais. Alors, si vous avez des jumeaux collés, comme le docteur le dit, les jumeaux siamois, et que vous pouvez voir, ils peuvent être collés par le crâne, et là, c'est incompatible avec la vie. Ils peuvent être collés par le ventre, par le encore thorax. là, par le thorax, encore là, il faut faire des bilans, etc. etc. Et les familles sont très limitées financièrement. Ça, il faut le dire. Ça, c'est ce qu'il fallait dire par rapport aux femmes qui viennent en consultation. Une autre chose, c'est que nous plaidons afin que les médecins aient quand même aussi un peu de pitié. Bon, ce n'est pas très, on ne rencontre pas trop ces derniers temps. Bon, on comprend très bien que les charges sont là, etc. Et ça devient très compliqué parce que lorsqu'il faut faire une échographie et le mari tient des propos, parfois ils ne sont même pas trop gentils, ils n'accompagnent même pas leur femme en consultation. Et ils leur demandent d'aller se faire consulter, va voir là-bas. Parfois, vraiment, ils ne donnent pas l'argent, même pour payer une consultation prénatale. Alors donc, je vous dis les cas qu'on vit tous les jours. Donc, c'est l'occasion de sensibiliser aussi n'est-ce pas, ces couples-là. Si vous ne voulez pas faire d'enfants, n'en faites pas. N'en faites pas. Il ne faut pas enceinte les femmes. Parfois, on dit que c'est arrivé. Si vous l'enceintez, il faut savoir que vous avez 9 mois pour pouvoir vous préparer. Alors donc, il est inadmissible qu'une femme vienne pour accoucher, elle accouche, on commence à vous dire qu'il n'y a pas d'argent pour acheter un médicament. C'est très compliqué. C'est comme le cas de l'enfant que j'ai vu l'autre jour, en regard social. Le père n'a rien. C'est des jeunes enfants comme ça. Le père n'a rien, la mère n'a rien. Et alors, on se retrouve avec un gros problème comme ça sur leur tête. Les perforations anales. Ouais. Le ventre de l'enfant était gros comme ça, comme un ballon de tennis. C'est très compliqué. Il faut faire quoi? C'est très compliqué. Et sa vie était très hypothéquée parce que même la respiration était compromise. Ouais. Vu la distension. D'accord. Voilà, donc, juste pour dire, dans la suite du médecin, que lorsqu'il y a cette prise de conscience, même s'il n'y a pas l'argent, on vous voit quand même le papa. On peut discuter ensemble, voir qu'est-ce qu'il faut faire. On ne les voit pas souvent. Alors donc, c'est ça. La femme seule ne peut pas décider. Et parfois, on les envoie seules, les femmes. Elles viennent et c'est à vous de dire, voilà, il faut que vous puissiez venir à votre mari. Parfois, il vous dit, bon, il est parti, on ne le voit plus. Bon, c'est très compliqué, vous voyez. Alors donc, après, quand on a ces enfants-là qui arrivent dans nos lycées, commencent à fumer le chanvre avec des couteaux et tout ça, on se pose des questions, comment ça se passe. Mais c'est là, c'est la base qui a été complètement faussée. Alors donc, on les conseille dans ce sens-là. Venez, même s'il n'y a pas les moyens, on peut discuter ça, on peut essayer de trouver une solution. On peut trouver une solution. Oui. Et de deux, que vraiment les médecins soient exigeants par rapport à ce qu'ils demandent à être. C'est-à-dire, par exemple, l'échographie. Vous voyez, quand on passe au-dessus, on dit, bon, oui, elle n'a pas d'argent pour faire, mais quand on insiste, parfois, il y a tout l'argent pour faire l'échographie, surtout l'échographie de 22 semaines. Et cette échographie, comme je vous le disais à l'une des émissions ici, moi, mais je ne la fais pas. Quand c'est la morphologie, on sait qui fait la morphologie. Et c'est un peu cher, mais quand on sensibilise la femme, elle fait cela. Et l'échographie de 22 semaines, quand elle vient et on dit tout va bien, vraiment, on rassure la famille. Alors, dans ces deux conseils que je voulais donner. Et pour chuter, en ce qui concerne notre bébé, comme le médecin l'a dit, après, on pourra se concerter pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour aider. Parce que lorsqu'on finit l'émission, il y a encore le travail qui est fait il y a une autre émission, en fait, voilà, qui n'est pas arrière. Alors, donc, ce qui fait qu'on ne bavade pas seulement, comme certains ont tendance à le dire, parce qu'ils disent on bavade. Non, on ne bavade pas. Vous accompagnez les cas qui sont... D'accord. Alors, donc, on sera bien disposé pour accompagner, pour voir comment est-ce que la première étape par rapport à la proposition qu'on a eu à faire, c'est-à-dire voir un neurochirurgien capable de mettre cette dérivation. Bon, vraiment, en l'orientant, on aura aidé la famille. Et les gens qui nous écoutent savent que s'il y a un protocole, ils viendront derrière avec un appui financier. Très bien. Voilà, Docteur Sylvain Tocha, Kamle, vous êtes gynécologue obstétricien. Je me limite à ça. Voilà. Vous avez d'autres spécialités, sous-spécialités que je ne voudrais pas... Oui, la colpohystéroscopie, c'est une nouvelle spécialité qui n'a pas 10 ans. Alors c'est la même chose, hein. S'il faut voir ce que le gastro-entérologue fait, c'est-à-dire qu'il explore, le gastro-entérologue peut explorer depuis l'œsophage
très loin aussi dans les intestins, avec une source de lumière froide. C'est une lumière qui ne chauffe pas, ce n'est pas incandescent. Alors la même technique a été utilisée dernièrement pour essayer d'explorer le col, l'intérieur de l'utérus avec une source de lumière froide. Donc toutes les pathologies cervico-vaginales et intra-utérines sont explorées. Et c'est tellement avancé aujourd'hui au point où on peut faire la chirurgie, aller réparer des choses à l'intérieur de la cavité utérine sans ouvrir le ventre. D'accord. Oh, oui. Merci bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Docteur Akono, nous sortons de cette émission une proposition pour cet enfant parce qu'il y a quand même un cas ce soir qui, visiblement, 3 maladies, on constate. L'hydrocéphalie, spina bifida et les pieds bottes. Il est à retenir que chez cet enfant, la prise en charge sera pluridisciplinaire et nécessitera une concertation bien poussée de la part de nombreux spécialistes. Il faudrait également insister sur l'éducation des mamans, leur faire comprendre que les premiers mois de grossesse sont très délicats. Parce que généralement, nous les voyons en consultation au bout du 7e, 8e mois, lorsque tout est déjà fait. Et il faut juste essayer de limiter les conséquences, quoi. Donc, le suivi de la grossesse est capital. Il y a également le contexte socio-économique qui n'est pas favorable, parce qu'il faut également une bonne alimentation. Parce que l'acide folique n'est pas uniquement apporté par des médicaments, mais également par l'alimentation. Et généralement, l'alimentation n'est pas bonne chez ces femmes enceintes. Et avec pour conséquence ces malformations que nous pouvons avoir à la longue. Donc, tous ces éléments sont nécessaires et importants. Et également, ce que j'aimerais ajouter, vu le jeune âge de la maman, les études ont montré que lorsqu'une femme a déjà eu à faire une spina bifida, à donner naissance à un enfant et une spina bifida, il y a des risques que lors des prochaines grossesses, elle puisse également en refaire d'autres. Donc le suivi de ces prochaines grossesses doit être fait de façon très appropriée par des spécialistes, notamment des gynécologues. Et les échographies doivent également être bien suivies. D'accord. J'aimerais ce que j'ai rajouté. Merci. Vous êtes docteur Akono à Somo Joël Alex. Vous êtes médecin généraliste et vous travaillez pour l'hôpital de Ndokpassi. C'est un hôpital public. Alors, Nectio Joséphine Aimé, Oui, nous sortons de l'émission. Vous êtes la seule femme sur ce plateau, kinésithérapeute et physiothérapeute. Oui. Pour sortir, j'aimerais donner un conseil, non seulement à la maman, mais à toutes les jeunes filles ou alors les mamans qui font encore des maternités, pour dire que quand on est enceinte, vraiment, allons à l'hôpital. Dire que quand elle était enceinte, elle n'est même pas allée à une seule visite et puis quand elle a accouché, tout allait bien. Moi aussi, pourquoi est-ce que je vais aller vraiment? C'est vraiment pas la bonne conduite à tenir, vraiment. Quand nous sommes enceintes, avec ou sans argent, comme le médecin l'a dit, allez-y dans les formations sanitaires, quitte à ce qu'on vous renvoie parce que vous n'avez pas de l'argent, mais allez-y quand même. Vous pouvez avoir la chance de tomber sur quelqu'un de généreux et puis votre problème va se voir dévoiler et puis voilà, vous allez éviter d'avoir des enfants malades comme ça. Donc pour sortir, j'aimerais rassurer la maman pour dire que le pied-beau, en ce moment, c'est pas une priorité, mais qu'elle sache qu'au moment venu, la prise en charge est possible. D'accord. Ouais. Et vous serez toujours là? Si, je serai là. Si. Merci. Bien alors, docteur Tchatchoua, nous sortons de cette émission, je veux dire, pour cette première partie. Oui, merci de me passer encore la parole. J'aime toujours ruminer ce qui est bien. Ça va revenir sur ce qui est bien. Quand nous voyons ce qui arrive, il faut comprendre. L'être humain, depuis la fécondation jusqu'à la naissance, subit de sérieuses transformations comme dans une usine. C'est l'embryogenèse. Il faut bien, je crois que chers confrères, jeunes confrères, chers frères gynécologues, que vous ayez des séances d'expliquer par des photos même, l'embryogenèse, montrer aux gens à partir de quoi l'être humain part pour arriver à ce qui sort là. C'est une gymnastique très très compliquée, vraiment. Pour naître normal, je dirais que c'est une grande chance. Parce que le corps humain, au départ, c'est une plaque qui se plie, qui se tord, qui s'ouvre encore, qui se replie. C'est terrible, c'est la magie. Donc vraiment que les mamans comprennent qu'il faut, quand vous avez commencé
vous avez une grossesse, allez à l'hôpital pour qu'on voit si tous ces mécanismes de torsion, rotation se passent normalement. C'est très important. Parce que nous-mêmes qui sommes médecins, quand on voit l'embryologie, on a peur. Sincèrement parlant. Mais il faut qu'on arrive à montrer ça aux parents pour qu'ils comprennent réellement ce que c'est qu'un être humain. D'accord. Qu'ils sortent avec 2 yeux, avec une bouche, avec un anus, et ainsi de suite. D'accord. Merci, docteur Tchachwa Pierre. Vous êtes chirurgien général et patron d'une structure sanitaire à Douala. Merci d'avoir accepté cette autre invitation à Regard Social. Merci beaucoup. Pour tout ce qui peut être bien pour l'être humain, je ne ménage pas moi d'efforts. Merci. Parce que si on ne le fait pas, c'est que sa vie ne sert à rien. D'accord. Alors, vous comprenez bien qu'il s'agit là des propositions qui ont été faites sur ce plateau pour accompagner notamment la petite Grâce Daniela qui peut retrouver toutes ses facultés dans le cas où chacun pense à mettre la main dans la poche comme on a l'habitude de le faire pour soutenir les différents cas proposés sur ces antennes. Et sur ce, je voudrais vous inviter à marquer une pause et également avec d'autres cas qui ont déjà été diffusés sur ces mêmes antennes pour accompagner également ces personnes qui souffrent, ces enfants qui sont nés avec des malformations congénitales et autres. C'est juste après ce programme que nous allons accueillir Irène Tembi. Cette petite fille, qui n'a toujours pas de prénom, n'a qu'une semaine de vie sur Terre. Pourtant, dès le premier jour de sa naissance, son calvaire a débuté. Le bébé est né sans orifice anal, autrement dit, sans anus. Impossible pour elle donc de se soulager. Terre plus adaptée. On a demandé aux parents d'aller à l'hôpital. Ils ont dit qu'ils préfèrent, parce qu'il était déjà 19 heures environ. Ils ont dit qu'ils préfèrent appeler l'aîné et qu'ils vont aller à l'hôpital le lendemain. Et voilà, c'est le cas de cet enfant né sans anus que vous avez suivi tout à l'heure. Nous avons reçu, en tout cas, reçu ses parents sur ce plateau, qui se sont d'ailleurs exprimés sur les difficultés rencontrées par ce nouveau-né. Irène Tembe nous a rejoint également. Bonsoir Irène. Bonsoir Flavien. Et bienvenue. Quelles sont les premières nouvelles de ce soir? Nous allons d'abord commencer par le bébé Grâce Daniela. Oui. Oui, nous avons perçu des contributions tout au long de l'émission. Et les différentes contributions que nous avons perçues sont les suivantes. Messina Ngosso, 10 000 francs. Une chrétienne KRM, 10 000 francs. Jeunesse Ami Bazou de Douala, 12 500. OTC, 10 000 francs. La famille Sanjon à Bonne 10, 2 500. Un enseignant du CETIC de Dana Yagua en extrême nord, 5 000 francs. Maman Alice du marché central, 5 000 francs. Penano Céline Laure, 1 000 francs. Bienfaiteur DDJC, 1 000 francs. Madame NES, âme camerounaise aux États-Unis, 12 000 francs. Arnaud Ronald Chaoundiki, 5 000 francs. Ngo Monique, 5 000 francs. Christian Biada Kombo, 3 000 francs. Bensikin Basso à Bonté, 1 500. Couple Tazo, 3 000 francs. Alphonse Ndiki, 2 000 francs. Tata Badan, 1 600. Jules Chopa, 5 000 francs. Merci Fayouyi Djikou, 2 000 francs. Une bienfaitrice de Yaoundé et Foulan, 5 000 francs. Doudou, 500. Léana Afrique Design de Yaoundé, 2 000 francs. Serge Merlin Tilon Djouboué, 5 000 francs. Céline Christian, 2 000 francs. Pascaline Dufo Tanjon, 3 000 francs. Tamessa Lucas, 1 000 francs. Eric Sylvain Diegan, 2 000 francs. Batluin Kinsley Akongniwin Ambe, 500 francs. Sérophine Vergniaud, 2 000 francs. Chardin Douanou Chakonte, 500 francs. Michael Choupé, 1 000 francs. Alain Patrice Guidjo, 10 000 francs. Blanche Liberté Bidias, 2 000 francs. Awaha Asen Seyi, 10 000 francs. Julienne Develine Tinda, 1 000 francs. Bienfaitrice, 1 400. Clovis Bertino Talompa, 1 500. Don de Dieu, 3 000 francs. Louis Fernand Foadjo Wafo, 2 000 francs. Père Robert Dieunedor Abanga, 2 500. Le Cordeau de Manjo, 1 000 francs. Ngako Fomu Emeline, 1 000 francs. Papa Chanko Augustin Amanjo, 1 000 francs. Madame Odé Marie Nicolette, 5 000 francs. Famille Kinfac, 13 120 francs.
Nubisi Félicia Joël, 1000 francs. Yanka Mouko, 2000. Golden Heart, 2000. Angou Aquarine Fébé, 1000 francs. Eric depuis Tanja, 2000. Gilbert Chofa de Bafoussam, 500. Kouya Valérie Aimé, 1000 francs. Marie Hortense Kedjo, 1000 francs. Fadila Sali Amakepe, 600. Ndole Miondo, 13 119 francs. Madame Tedjon Marie Hortense Abafoussam, 1000 francs. Docteur Tocha, 20 000 francs. Nous avons, pour le compte de Grâce Daniela, un montant de 221 339 francs CFA. D'accord. Ça, c'est pour... ce sont des contributions de ce soir ou Oui, ce sont les contributions que nous avons perçues tout au long de l'émission. Et il faut déjà rassurer qu'il y a les téléspectateurs continuent à contribuer. Je n'ai pas donné toute la liste, faute de temps, parce qu'il fallait que je sois présente sur ce plateau. Donc, rassurez-vous, la semaine prochaine, vous aurez la suite de la lecture des contributions pour le cas de Grâce Daniela. Et à la suite de Grâce Daniela, nous avons également le cas du bébé sans anus. Les différentes contributions que nous avons perçues sont les suivantes. Madame Diokwa Martha Bangoulap, 1000 francs. Chrétienne KREM, 10 000. Jeunesse Ami Bazou de Douala, 12 500. Bienfaitrice de l'Omnisport, 10 000 francs. Yonke Elvis, 3 000. Komoka, 2 000. Mekonchou Sylvie, 1 500. Famille Gaye Norbert, 5 000 francs. Mouvement Chérubin du Mungo de l'église EEC, 15 000. Maman Mani de Canaran de Nudeido, 5 000 francs. La famille Georges Taché à Bafoussam, 5 000 francs. Judith Pascal Mokam Koloko, 1 000 francs. William Chaplin Captué, 5 000. Bienfaiteur DDJC, 500. Famille Chayo à Bonakwamwang, 3 500. Famille Tala à Douala, 1 000 francs. Une bienfaitrice de Paris, 10 000. Olive Zouné, 2 000. Anonyme de Yaoundé, 7 000. Maman Nana Roseline de Baonté, 500. Yochou, 1000 francs. Boris Assakwe, 1500. Bensikin Basso de Baonté, 1500. Ngoumela Ignace, 500 francs. OTC, 1000 francs. Ariane Elsa Achan, 400 francs. Dieli depuis Douala, 15 000. Joseph Omoussa, 5 000. Yoba Bernard, 2500. Elsie Blonde Chamba Pognon, 2000 francs. Koua Valérie depuis Bamenda, 2000 francs. Elsie Charlène 5 Aka, 1200. Brajol Wandi Chouan, 5000 francs. Jean-Christophe Siaka, 5000 francs. Kemeni Jeanne, 5000 francs. Partenaire de Dieu Ayassa, 4500. Christelle Noël Zeuse Tokwe, épouse Ndimeli, 5000 francs. Hélène Diatiche, 2000 francs. Séraphine Berlin Le Matzo, 1500. Nadège Lyontine Chofak, 2500. Valdez Thiobo, 1000 francs. Gladys Kicho, 1500. Ebenezer Chenjo, 1000 francs. Yvette Flore Duidja Fosso, épouse Tafo, 2500. Jean-Paul Chanyou Feuzeux, 5000 francs. Hélène Eliane Ndjuika, 2000 francs. Feu le Fac Elvin Flore, 2000 francs. Janvier Soufo, 5000 francs. Peggy Emmanuel Tayo Puisen, 3000 francs. Franck Tekouchop Wemba, 500 francs. Adam Moussom Stéphane, 3000 francs. Madame Salette, 2500. Anonyme de Bafoussam, 2000. Maître Kenfak Akange, 1000 francs. Madame Kamdoum, 2500. Jeannette, 5000. Une âme généreuse, 1000 francs. Femeke Kenfak Akange, 1000 francs. Steph Siani, 1000 francs. Tony Arts from Ebolova, 1000 francs. La famille Dango Anatone, 5000. J. Angie Fashion à Douala Aqua, 20 000 francs. Diane Tala, 500. Madame Yota Lucienne à Bafou, 5000. Temetue Joseph, 2500. Famille Nansa, 1500. Angela Odjon et Bot, 10 000 francs. Une chrétienne de la paroisse Notre-Dame de Lorette, 2000 francs. Olivier Langue, 1500. Félicité et Potengole, épouse Etime, 1000 francs. Famille Ngemning à Bafoussam, 3000. Famille Kamo à Mélin, 1000 francs. Matagne Fouadine Augustine, 2000. Wegan Josiane, 500. Talakandem Jassé Thierry, 2500. Odjon Angela et Bot, 10 000 francs. Serge Ketchadieu, 500. Famille Lorbetedi, 5000. Mbolo, 2000. Bébé Mika Chapchep, 11 300. Lydie Temgwa, 5 000 francs. Makoma Ndolo Odouala Original, 40 000. Association Makoma Ndolo Odouala Original, 40 000 francs CFA.
Domsom Elodie, 2000 francs. La Dame du Don de Dieu, 5000 francs. Ancienne d'église, 500 francs. Bienfaitrice, 5000. Larissa, 2000. Une jeune maman depuis Douala, 2000. Anonyme de Suisse, 20 000. Marthe de Cité, 1000 francs. Bonadi, 20 300. Bienfaiteur, 25 000. Sandra de PK12, 1000 francs. Papa Joseph, 5 000. Dido, 2500. Santé et sport, 1000 francs. Madame Zita Ochereng, 5 000. Bienfaitrice, 1000 francs. Stéphane Noël Djidji, 2500. Laetitia, 1000 francs. Aves Sifine, 2000. Hélène Etimbil, 1000 francs. Student Inboya, 500. Cyril Pianta Zoyen, 1000 francs. Bienfaitrice, 1500. Bienfaiteur, 2000. Njekemenye Takewa Aline, 1000 francs. Blessing and Blender, 10 000 francs. Mohamed, 3250. Amical des femmes et filles Bangang de Douala, 30 000. Bienfaiteur, 10 000. Nema le Mat, Nekamgep, 1500. Bango Charlotte, 600. Ngekam Rosie de Northampton en Angleterre, 5 000. Cyril Chocho, Akol Foulou, 1000 francs. Une élève de terminale D au lycée de Marois, 1000 francs. Wambon, 2000. Hélène Chapi, 2000. Nelly Audrey du Canada, 2000. Vanessa, 2000. Brice le commissaire, 1000 francs. Maman Alice du marché central, 5000. Famille Fabou Valérie Didier à Yaoundé, 2000. Penano Céline Laure, 1000 francs. Maître Salifou Mwandi à Fumban, 3000. Bienfaitrice, 5000. Tchagé Bertrand, 2500. M.M. Gloria de Bertois, 1500. Louise Chapou, épouse Ganchou, 500. Anonyme, 9000. Famille Biafeu à Bonabéry, 2400. Anonyme, 5000. Christophe Frou Adé, 2000. Narcisse Kouechou Chebda, 2000. Gachou Jean Coral Dom Messa, Mokolo à Yaoundé, 1500. Fallon Yami, 2000. Anthony Tar, Sekiven, 1000 francs. Une bienfaitrice, 50 000. Une jeune maman depuis Douala, 2000 francs. Bienfaitrice, 5000. Ariane El Salta Fochioba, 400. Une dévote de la miséricorde divine à Yaoundé, 2000. Anonyme, 3000. Tchagé Bertrand, 2500. Ma Désiré, 1000 francs. Augustine Ga Onana, 1500. Balbin Gimgo Eteke, 500 francs. David Romain Choupé, 450. Mike Toti, 3000 francs. Bedga Chakuncho Nathalie de l'Allemagne, 40 000. Santé et sport, 1000 francs. Camdem Dominique, 1000 francs. Bienfaitrice, 1000 francs. Bienfaiteur de Kribi, 25 000. Madame Clarence Blanche Dédéa, 2000. Stevie Mobou, 500 francs. Ta Rose Choco, 500 francs. Une âme sensible, 5000 francs. Famille Bipa, 500 francs. Nestor de Bonabo, 1000 francs. Famille Chendjou et Bénizer à Douala, 1000 francs. Famille Singom, 5000. Mamie Déborah, 2000. Anonyme, 1200. Blaise Amban, 2000 francs. Une famille à Jouvence, 2000 francs. Abanda Marie-Florence du Gabon, 2000 francs. Monique Gona, 5000 francs. Nous avons pour le compte du bébé sans anus un montant de 685 800 francs CFA. Il faut noter que c'était un bébé qui n'avait pas encore de nom. Tout à fait. C'est pour ça qu'on l'appelle ainsi, parce que c'est un enfant qui était âgé simplement de 9 jours au moment du tournage de ce reportage. Et donc, merci déjà pour toutes ces contributions. Il en faut davantage. Il en faut davantage. Il en faut davantage pour son opération, parce que comme vous l'avez bien vu dans la vidéo de la dernière fois, ce bébé, actuellement, je pense qu'il a 9 plus 7. Il doit être dans les 16 jours. Donc, vous imaginez un peu le calvaire que cet enfant subit tous les jours. Il est temps, chers bienfaiteurs, de continuer de mettre la machine de la solidarité en marche via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Et bien vouloir préciser par message votre nom, le cas social. Si c'est pour le bébé sans anus, vous écrivez exemple Flavien Dongo, bébé sans anus, 15 000 francs CFA, et nous recevrons. Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous pouvez bien contribuer, Flavien. Oui, je le fais d'ailleurs. D'accord. Surtout en anonyme.
D'accord. Alors, après ce cas, il y a également le cas social Youssouf. Youssouf qui souffre du cancer de la joue. Oui, mais avant de passer au cas social de Youssouf, nous allons parler d'abord du cas de Maman Marie-Madeleine Gollet, que nous avons présenté sur ce plateau la dernière fois en vous faisant comprendre qu'elle devait subir 2 opérations parce qu'elle souffrait d'un cancer des ovaires. Et grâce à vous, chers téléspectateurs, Maman Marie Gollet a été opérée et l'opération s'est très très bien déroulée. Tout ce qu'elle avait dans le ventre a été extrait grâce à l'amabilité et à l'équipe du docteur Emapi, qu'il faut saluer d'ailleurs. Et actuellement, elle est comme une jeune mannequin aujourd'hui. Mais il y a encore, là, c'est un geste à saluer. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire parce que nous avons déjà traversé la première étape. La deuxième étape maintenant, c'est la chimiothérapie parce qu'il faut maintenant cicatriser, il faut maintenant combattre ce cancer qui se trouve au niveau de ses ovaires parce que nous avons dégagé son ventre. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de fausse grossesse. Maintenant, il faut s'attaquer au cancer. Nous avons contribué pour le cas de Maman Marie-Madeleine 1 271 550 francs parce qu'il faut le rappeler, la dernière fois, nous étions dans les 800 000 et grâce à votre geste, grâce à votre générosité, nous avons pu atteindre le montant de 1 271 550 et ce montant a été totalement dépensé. Actuellement, Maman Marie-Madeleine se trouve avec 0 francs dans les caisses et nous avons besoin, chers téléspectateurs, encore de votre aimable générosité pour continuer à donner le sourire à cette jeune dame. Parce qu'actuellement, elle est soulagée d'une première étape. Elle peut respirer, elle peut soupirer, mais il faut maintenant combattre cette maladie, le cancer des ovaires. Nous vous demandons, chers téléspectateurs, de contribuer pour le cas de Marie Gollet en envoyant un message, contribution pour le cas de Marie Gollet en précisant votre nom et le cas en disant Marie Gollet. Là, nous saurons que c'est pour son cas. Très bien. C'est quelques informations importantes en tout cas. Tout à fait. Des explications qui permettent aujourd'hui de savoir que les choses évoluent. Les choses évoluent pour ce qui Maman Marie contribue, ce Gollet. n'est pas pour la peine, c'est pour soulager ces âmes en détresse, comme vous le constatez d'ailleurs, vous l'avez vu en image aussi, Maman Marie, qui retrouve peu à peu le sourire, mais davantage d'efforts pour l'accompagner dans cette prise en charge qui a commencé. Tout à fait. Alors, on va évoluer avec le cas de Youssouf, qui souffre du cancer de la joue également. Oui, nous avons ce cas de notre cher ami Youssouf qui était présent sur ce plateau la semaine dernière et qui souffrait le martyre. Je peux encore vous donner une confidence, il en souffre davantage. Mais grâce à vous, nous avons perçu depuis le 15 avril 2021 les contributions. Et les différentes contributions que nous avons perçues sont les suivantes. Madame Djokwa Martha Bangoulap, 1000 francs. Chrétienne KREM, 10 000 francs. Jeunesse Ami Bazou de Douala, 12 500. Une chrétienne de Fouda, 10 000 francs. Yonke Elvis, 3 000 francs. Komoka, 2 000 francs. Mekonchou Sylvie, 1 500. Alain Manika Gossal, 50 000. Famille Gaye Norbert, 5 000 francs. Maman Mani de Canaan de New Dedo, 5 000 francs. Monsieur Jamen Claude à Paris, 1 000 francs. La famille Georges Tachi à Bafoussam, 5 000. Alain Kamto, 3 000. William de Dakar, 500. Bienfaiteur DDJC, 500. Maman Kamdem Josephine à P4S, 1000 francs. Olive Zouné, 2000. Anonyme de Yaoundé, 7000. Boris Assakwe, 1500. Clarisse Diofou Dekou, 5000 francs. Ariane Elsa Achan, 400 francs. Famille Seydou Mama, 5000 francs. La famille Nouta Dieu de Bamboutou, 2000 francs. Arnaud depuis Baranté, 5000. Famille Yemté, 10 000. Choupinette de Baranté, 2000. Yimtio Josanne, 5000. Une bienfaitrice, 5000. Amel Mélanie Magueguin, 2500. Franklin de Bonabéry, 1000 francs. Chotou Elvis Chou, 5000 francs. Famille Kemjo, 1500. Établissement Tommy Cyril Chou, 2000 francs. Famille Chouale à Emana Yaoundé, 3000. Famille Negwe Marcelin de Kwamba, 2500. Père Dieu Nodo Bichou à Banga, 3000. Le Cordeau de Manjo, 1000 francs. Ngako Fomo Emeline, 1000 francs. Papa Chamko Augustin Amanjo, 1000 francs. Aladi Adamou Ganjo, 5000. Une chrétienne de Nkouloulou, 2000. Tachago Valère de Tchang, 3000. Famille Clément Chimi de Fumbot, 5000. Olive Kwemo, épouse Taneken, 1000 francs. Famille Chouale Gaba, 1000 francs. Maître Mwandi et Madame Afumban, 5000. Chouassi Fernand, 1000 francs. Joseph Omoussa, 10 000.
Françoise Massé, 3500. Kwara Valérie de Bamenda, 2000. Yoba Bernard, 2500. Ndjalen Gocho Gladys Laetitia, 500. Mireille Flor Mogué, 5000. Antoine Bébé-Bois, 500. Rolando Dufo-Chona, 2000. Kemeni Jeanne, 5000. Brajol Wandi Chouan, 5000. Partenaire de Dieu Ayassa, 5000. Hélène Diatiche, 2000. Jean-Guy Fauché, 2000. Eric Sodze, 2000. Famille Sa Fodop Kayim de Yogam, 5000. Josiane Aimé Yincho Pogwe, 5000. Kemjo, 1500. Cyril Pianta Zouen, 2000. Chouake Fonjo Eman, 1000 francs. Jean Fongan, 1000 francs. Nestor Adem Tchatchouan, 1000 francs. Maurette Clément Boumé, 2000. Guy Innocent Sikati Tata, 1500. Madeleine Dibou, 2500. Suzanne Arlette Ndormo, 3000. Julienne Develine Tinda, 1000 francs. Edwige Nathaline Gweni Chiwang, 1000 francs. Adam Moussom Stéphane, 2000. Marcelin Sylvain Negwe Tinda, 2500. Frida Tabebok Arbor, 5000. Julienne Napapayon, 2000. Roméo Zormiel, 2000. Madame Saleh, 2500. Sabria Toumbu Tatayo, 600 francs. Tatayo, une chrétienne, 1500. Tobel Josepha, 1500. Une bienfaitrice, 1000 francs. Ludovic, 3000. Madame Yota Lucienne Abafou, 5000. Monsieur Joseph, 2500. Famille Nansa, 1500. Une chrétienne de la paroisse Notre-Dame de Lorette, 2000. Yukomo François, 1000 francs. Sarah Ubonji, épouse Bawin, 5000. Kougoum Daniel de PK12, 2000. Bienfaiteur, 3000. Madame Chomo Brenda, 5000. Joseph, 2000. Famille Kamo Amelin, 2000. Famille Ngemning Abafoussam, 2000. Matagne Fouadine Augustine, 2000. Wengen Josiane, 500. Une bienfaitrice, 1000 francs. Talakam Dem Zaché Thierry, 2500. Serge Ketchadjeu, 500 francs. Infirmière habitant le quartier non glacé au Carrefour Tam-Tam, 1600. Une famille à Jouvence à Yaoundé, 2000. Mbolo, 2000. Famille Aladi Adamou Ganjong à Bandenkop, 5000. Bébé Mika Chapchep, 10 000. Makom Ma Ndolo Odouala original, 40 000. Alexandrie, 2000. Dobson Elodie, 1500. Bienfaiteur anonyme, 1 million. Ancien d'église, 1000 francs. Bokokogi, 500. Merlin Duclin Foudi, 1000 francs. Larissa, 2000. Bienfaiteur, 1000 francs. Bonadi, 20 000. Marthe de Cité, 1500. Hervé Demanouteudjeu, 1000 francs. Chandon Silas Zouné, 1000 francs. Santé et Sport, 1000 francs. Bienfaiteur des sauces, 1000 francs. Dido, 2500. Un Camerounais, 10 000. Papa Joseph, 5 000. Soudan Imboya, 5 000. Maïlis Ebra, 1000 francs. Bango Charlotte, 600. Gaufret Saoun, 500. Viviane Foutsa, 1000 francs. Stéphane Noël Didi, 2500. Laetitia, 1000 francs. Mandou Naike Sandrine, 3000. Mbala Ngame Rodrigue, 1500. Tegangem Emma, 1000 francs. Hélène Etimbil, 1000 francs. Pamela Mounjom Djeko, 2500. Aline Djekemene Takewa, 2500. Bienfaitrice, 1500. Bienfaiteur, 3500. Famille Noubia Etoudi, 10 000. Yumgou 2, 2000. Denissou, 30 000. Djekemene Takewa Aline, 2500. Maman Hélène de Lundi, 5 000. Une dévote de la miséricorde divine de Bafoussam, 2 000. Papa Johnny de la gare de Noubel, 20 000. Monsieur et femme, 5 000 francs. Blessé and Blender, 15 000. Mohamed, 3 500. Amical des femmes et filles Bangang de Douala, 20 000 francs. La famille Sanjong à Bonne 10 500. Bienfaiteur, 10 000. Nema Le Marthe, Nekamgep, 1000 francs. Ol Mulhol au Beschhaben en Allemagne, sous couvert Silas Fomborg, 239 000. Alphonse Ritter, groupe Allemagne, sous couvert Silas Fomborg, 196 000. La famille Djalé, 1000 francs. Wambon, 2 000. Nelly Audrey du Canada, 2 000. Maman Alice du marché central, 5 000. Famille Fabou Valérie Didia Yaoundé, 2 000. Penano Céline Laure, 2 000. Famille Poidjeu David, 5 000. Maître Salifou Mwandi à Fumban, 5 000. Et Déliquen Difo Awa, 1000 francs. Viviane Amate et Mambo, 500. Famille Biafeu à Bonabéry, 2400. Famille Gemni Fomat à Bafoussam, 2000. Judith Larissa à Zensa Zemsi, 750. Judith Nen, épouse Youkap, 2000. Iris Perel Mochen de Faux, 500. Laure Akulande Daline, 3000. Lié Ita, 1000 francs. Charles Denisot Tame Kamdem, 1000 francs. Valentin Faufier, 3000.
Kelly Jordan Otuzoa, 500. Bienfaitrice, 2000. Midjuhimu Constance Clarisse, 2000. Huguette Flondia, 1500. Huguette Mafok, épouse Kamdom, 2500. Dominique Savion Jokam, 5000. Dadik Bangang et sa diversité culturelle, 86 000. Bienfaitrice, 500. Ariane Elsa Toafo Chuaba, 400. Mida So Kamdom, 1500. Clarisse Dofou Doko, 5 000. Vidi Kenye Natenzem, 1000 francs. Vernon Pena, 5 000. Ranis Kenye Meli, 1000 francs. Priska Judith Dinga Kamle, 5 000. Lionel Vincent Ayimele, 1000 francs. Kunzon Abdou Aziz, 3 000. Séraphin Yemte, 10 000. Mama Seydou, 5 000. Rosette Gwambe, 2500. Moning Jolet, 1000 francs. Simon Chafak, 1500. Georges Soumbay et Cheket, 500. Choisi Fénan, 5 000. Une dévote de la miséricorde divine à Yaoundé, 5 000. Antoine Noutadieu, 2 000. Madame N.S., âme camerounaise aux États-Unis, 12 000. Arnold Ronald Chakou Nziki, 5 000. Tchagé Bertrand, 2500. Inconnu, 4 000. Monsieur Kelbe, 2 000. Valérie Oumbe, 1000 francs. Choumi Zesso, 1000 francs. Zaché Thierry Tala Kamdem, 5 000 francs. Josiane Mogeyo Chosem, 1000 francs. Joseph Fomosa, 10 000. Denis Toile, 3 000. Mohamed Samine Damgounouro, 2 000. Kwero Lucas Tezotou, 1000 francs. Micheline Christine Amana et Somba, 4500. Virginie Kemeni, épouse Wadje, 500. Edouard Fokam Tefonan, 2500. Roméon Zormiel, 2000. Ngor Bilon Justine Olga Patient, 5500. Eugène Ndjouanou Bobda, 1000 francs. Nasser Fotso Kako Komtue, 2000. Parfayel Tetom Fodop, 1500. Medjoujou François, 10 000. Réunion familiale Dengap à Douala, 25 000. Une infirmière habitant le quartier non glacé Tam Tam, 1600. Evelyne Gweni, 1000 francs. Simon Chafak, 1000 francs. Dormon Gemo Dorian, 1500. Jokam Dominique Savio, 5 000. Ma Désiré, 1000 francs. Adèle Menyo Fomeyo, 2 000. Clarence Makoutefo, 500. Honorine Guafo Didiem, 3 000. Albert Djoumsi, 1000 francs. Nangomia Nesli Durand, 500. Jomdo Metouge, 1000 francs. Lydie Debaleux, Temgwa, 5 000. Charlotte Ekonde, 5 000. Richard Onga Kadal, 4 500. Martin Luther Kapensop, 2 500. Guy-Marie Denis Elundum Bidjogo, 1 500. Suzanne Gobois, 5 000. Caroline Clofeta Koumtchacho, Mela, 1000 francs. Manfo Lagwetangoufo Dolores, 2 000. Emmanuel Zomo Fokem, 2 000. Ghislaine Stéphanie Kamse, 500 francs. Alors. Nous reviendrons la semaine prochaine sur la suite de la lecture des contributions, mais nous vous donnons déjà le montant. Pour le cas de Youssouf, nous avons un montant de 2 415 850 francs CFA. Alors, Flavien, ça c'est un geste à saluer parce que nous allons préciser, chers bienfaiteurs, qu'il s'agit de 7 jours, à savoir 15 avril au 22 avril, nous avons récolté un montant de 2 415 000 francs CFA. Nous disons déjà à ces âmes de bonne volonté, merci, merci infiniment. Merci à la diaspora qui s'est déployée du côté de l'Allemagne. Merci à la diaspora de la Belgique, de la France, de l'Espagne, du Gabon, surtout du Gabon, qui contribue toutes les semaines, de la Guinée équatoriale, du Tchad, de la République centrafricaine. Nous vous disons merci et nous demandons aux autres pays de continuer parce que nous sommes disponibles via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16. Et vous avez la possibilité de rattraper l'émission le lendemain à 13h30 pour la rediffusion le vendredi et le samedi à 8h30. Également, nous sommes en direct sur Facebook, sur notre page Equinox Télévision. Vous pouvez également, pour ceux de la diaspora, retrouver l'émission Regard Social. Même si c'est après cette émission, vous pouvez regarder en replay cette émission sur Facebook, sur la page Equinox Télévision. Et toujours, je continue à appeler, à tirer la vigilance de nos âmes de bonne volonté sur la page Fake Regard Social en demandant de vous rassurer en appelant les différents numéros de téléphone qui se trouvent au bas de votre petit écran avant de contribuer. Encore merci. Merci à vous également. Merci aussi à ceux qui contribuent localement. Vous avez peut-être omis de le dire pour éviter de faire des jaloux de toute façon. Donc,
localement ont contribué également. Merci. Merci à vous Irène. Merci également à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette autre édition de Regard Social. On va dire merci à Cédric Nana, Cédric Nding, Dallas Chana, Eric Watat, Cédric Chouna, Libéro Ndjomo. On va dire merci à Marlise Minkoumou et Dani Warren Zede qui est le réalisateur de cette émission Regard Social. Merci également à ce public qui est avec nous comme tous les jeudis. Et Madame, Messieurs, je suis Flavien Ndongo. Bonsoir.